Un chef mafieux entend une mère supplier « Sauvez ma fille ». Son geste choquera tous. Le soleil de Sicile, lourd et impitoyable, écrasait les ruelles délabrées de Palerme sous une chape de plomb liquide. La poussière, chargée d'une odeur de bitume brûlé et d'agrumes pourris, s'élevait en volutes paresseuses au passage du convoi. 3 SUV noirs, aux vitres si sombres qu'elles semblaient aspirer la lumière, glissaient à travers les quartiers pauvres comme des prédateurs d'ébène dans un cimetière de béton. À l'intérieur du véhicule de tête, le silence était absolu, seulement troublé par le ronronnement chirurgical de la climatisation et le froissement discret d'un dossier en cuir. Alessandro Moretti était assis à l'arrière, une figure de marbre sculptée dans un costume brioni bleu nuit qui reflétait une opulence indécente face à la misère crasseuse s'étalant derrière les vitres blindées. Ses doigts, longs et fins, effleurait distraitement la bague à sceaux en or qui ornait son annulaire, un insigne de pouvoir dont le poids semblait peser autant que les péchés de son empire. C'était un objet froid, marqué de l'emblème des Moretti, un héritage bâti sur le sang et une autorité qui ne tolérait aucune fissure. À ses côtés, Dante Cavallo consultait une montre de luxe, son visage trahissant une tension contenue que seul un homme de sa position pouvait se permettre d'afficher devant le parrain. Le rendez-vous au port avec les émissaires septentrionaux était crucial, une transaction de plusieurs millions qui devait sceller l'hégémonie des Moretti sur le trafic méditerranéen. Dans le monde de Alessandro, le hasard n'existait pas, et chaque minute de retard était une insulte à l'ordre qu'il avait instauré. Le contraste était violent, presque obscène. Entre l'habitacle parfumé au bois de santal et les façades lépreuses où le linge pendait comme des drapeaux de reddition. Alessandro observait les visages flous des habitants qui s'écartaient précipitamment sur le passage du cortège, des yeux remplis d'une crainte ancestrale qui n'osait même plus se transformer en haine. Pour lui, ce quartier n'était qu'une étape, un vestige d'un passé qu'il avait soigneusement enterré sous des couches de soie et de violence stratégique. Il ne voyait pas des humains, mais des obstacles statistiques sur la route de son ascension. Pourtant, une étrange mélancolie, froide comme une lame de rasoir, lui parcourait parfois l'échine lorsqu'il croisait le regard d'un enfant jouant sur le trottoir. Dante brisa le silence d'une voix basse, dénuée de toute émotion superflue, lui rappelant que Vincenzo Lucchese surveillait sans doute leurs mouvements. Le nom de son rival ne provoqua chez Alessandro qu'un léger durcissement de la mâchoire. C'était un signe imperceptible que la bête sous le costume de luxe était prête à frapper si une seule ombre bougeait de travers. Un empire bâti sur la peur ne se gère pas avec de la compassion, mais avec une vigilance de chaque instant. Le convoi ralentit brusquement à l'approche du vaste carrefour populaire, là où la foule se faisait plus dense et où les étals de poissons dégageaient une vapeur moite sous la chaleur de midi. Les SUV se frayaient un chemin avec une autorité silencieuse, forçant les vendeurs de fruits et les badauds à se plaquer contre les murs de pierre chaude. Dante fronça les sourcils en voyant l'agitation inhabituelle qui régnait quelques mètres plus loin, un bourdonnement de voix inquiètes qui montait au-dessus du vrombissement des moteurs. Il ne s'agissait pas de la routine habituelle de la peur. Il y avait une électricité différente dans l'air, quelque chose qui ressemblait à du désespoir pur. Alessandro Moretti ne posa aucune question, son regard gris acier fixé sur la nuque du chauffeur, mais son esprit enregistrait chaque détail. Il ajusta sa cravate de soie avec une précision maniaque, ignorant la sueur qui commençait à perler sur le front de ses gardes du corps. Il savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'action brutale, mais dans la capacité à rester immobile quand tout le monde tremble autour de soi. Soudain, un cri déchira le ronronnement des moteurs, un son si aigu et si chargé de détresse qu'il sembla fendre le blindage des véhicules. Avant que le chauffeur n'ait pu réagir, une silhouette déguenillée jaillit de la foule et se jeta littéralement contre le capot de la voiture de tête. Le choc fut sourd, suivi du crissement strident des pneus sur les pavés. Les gardes du corps d'Alessandro, entraînés à réagir en une fraction de seconde, sortirent leurs armes, leurs visages masqués par des lunettes noires reflétant l'hostilité de la place. La foule se figea, le silence retombant comme une chape de plomb.
Seule une femme, Maria Rosaria, restait au sol, les mains agrippées à la calandre du SUV, le visage baigné de larmes et de poussière. Alessandro regarda la scène à travers la vitre, son expression restant indéchiffrable. Dante fit un geste pour ordonner aux gardes d'écarter l'intruse avec force, mais Alessandro leva une main gantée de cuir. Un silence de mort s'installa dans l'habitacle. Maria Rosaria ne semblait pas voir les canons pointés sur elle. Ses yeux, brûlants d'une fièvre maternelle, cherchaient l'ombre derrière le verre teinté. Elle cria à nouveau, sa voix se brisant sous le poids d'une agonie insupportable. « Sauvez ma fille! Je vous en supplie, Alessandro Moretti. Ils ont pris ma Sofia. » Le nom de la fillette résonna sur la place, jetant un froid plus glacial que la climatisation du véhicule. Dante murmura une mise en garde, rappelant l'urgence du rendez-vous au port, mais Alessandro ne l'écoutait déjà plus. Il venait de voir quelque chose dans le regard de cette femme, une absence totale de peur face à la mort, une résilience digne que même ses lieutenants les plus fidèles ne possédaient pas. Contre toute attente, il ouvrit la portière. Le souffle de la chaleur sicilienne s'engouffra dans la voiture, apportant avec lui l'odeur du sang et de la sueur. Alessandro Moretti descendit du véhicule, sa haute stature dominant la foule pétrifiée. Ses chaussures en cuir verni foulèrent la poussière du marché avec une élégance impériale. Il s'approcha de Maria, ignorant les protestations de Dante qui s'était précipité à sa suite, la main sur son holster. « Qui l'a prise ?» demanda Alessandro d'une voix basse, mais qui porta jusqu'au dernier rang de la foule. Maria Rosaria, tremblante, tendit un ours en peluche décousu, le seul vestige du passage des ravisseurs, les hommes de Vincenzo Lucchese. Ils disent que c'est pour une dette de mon mari. Mais Sofia n'est qu'une enfant. Elle n'a que 6 ans. Le nom de Lucchese confirma les soupçons du parrain. L'événement s'éloignait d'un simple incident de rue. C'était une provocation directe au cœur de son territoire. Alessandro observa le jouet d'enfant, ce symbole d'innocence brisée, puis fixa Maria. Il vit en elle non pas une mendiante, mais une mère prête à braver l'enfer. C'est alors qu'Alessandro fit le geste qui allait choquer tous les témoins de la scène, de ses propres soldats aux habitants du quartier. Lentement, avec une délibération qui frôlait le rituel, il défit les boutons de sa veste de luxe et l'attendit à Dante. Puis, sous les yeux ébahis de la foule, il commença à détacher les lanières du gilet pare-balles de Moretti qu'il portait sous sa chemise. C'était sa protection ultime, l'armure technologique qui le gardait en vie dans un monde de trahison. Dante tenta d'intervenir, la voix étranglée par l'incrédulité. « Alessandro, qu'est-ce que vous faites? C'est un suicide, nous sommes en territoire hostile. » Sans un mot, Alessandro retira le gilet lourd et le posa sur les épaules frêles de Maria Rosaria. Le Kevlar semblait trop vaste pour elle. Mais il représentait désormais l'ombre protectrice du parrain lui-même. « Gardez ceci, » dit-il, ses yeux gris se connectant à ceux de la mère avec une intensité insoutenable. « Si quelqu'un ose vous toucher tant que vous portez ce gilet, il répondra de ses actes devant moi. Je ne donne pas d'argent, Maria. Je vous donne ma propre sécurité. » Le choc fut total. Un homme qui n'avait jamais montré la moindre faiblesse venait de se dépouiller de sa protection la plus vitale pour la donner à une inconnue. Alessandro se tourna vers Dante, son visage redevenant ce masque de glace chirurgical. « Annulez le rendez-vous au port. Les partenaires milanais attendront. Aujourd'hui, nous n'allons pas signer un contrat de millions. Nous allons régler une dette d'honneur. » Il remonta dans le SUV, mais cette fois, il ne s'installa pas confortablement à l'arrière. Il fit signe à ses hommes de ranger leurs armes de manière ostentatoire, montrant à tous qu'il était désormais vulnérable, mais plus dangereux que jamais. La glace commençait à se fissurer, non pas par faiblesse, mais par une rage protectrice qui allait consumer tout ce qui se dresserait entre lui et la petite Sofia. Le convoi fit demi-tour dans un crissement de pneus, quittant l'esplanade commerçante, laissant Maria Rosaria seule protégée par le gilet du monstre, alors qu'un calme de plomb, lourd de menaces, semblait déjà planer sur Palerme. Alessandro Moretti partait en guerre, et cette fois cette démarche ignorait les logiques d'un empire, mais ciblait l'âme d'une enfant. Le temps semblait s'être figé sur l'esplanade commerçante, suspendu par la gravité d'un acte que personne,
Pas même le plus vieux des habitants de Palerme n'aurait cru possible. Monsieur. Maria Rosaria, enveloppée dans l'armure balistique de Moretti, ressemblait à une madone des temps modernes, une silhouette fragile protégée par l'armure d'un démon. Alessandro Moretti ne s'était pas encore détourné. Il observait la femme à ses pieds, scrutant les ravages de l'angoisse sur ses traits avec une précision de chirurgien. Il ne voyait pas seulement une mère éplorée, mais une faille béante dans l'ordre qu'il avait si soigneusement construit. La sueur coulait sur le visage de Maria, traçant des sillons clairs dans la poussière qui recouvrait sa peau, tandis que ses mains rugueuses et marquées par le travail serraient l'objet lourd comme si sa vie en dépendait. Elle commença à parler d'une voix qui n'était plus qu'un murmure rauque, hanté par le souvenir des secondes qui avaient brisé son monde. Sofia, sa petite Sofia, n'avait fait que courir vers l'étal du boulanger pour réclamer une brioche, un geste d'enfant d'une matinée qui s'annonçait ordinaire. C'est alors que l'ombre était tombée. Maria raconta, les yeux perdus dans le vide, comment une berline sombre s'était immobilisée sans un bruit, comment des mains gantées avaient arraché l'innocence au trottoir. Les ravisseurs n'avaient pas cherché à se cacher. Ils avaient laissé un message, une sentence de mort déguisée en réclamation financière. Vincenzo Lucchese exigeait le remboursement d'une dette que le mari de Maria, disparu depuis des mois, aurait contractée dans les tripots clandestins du port. « C'est un mensonge, Excellence », balbutia Maria, utilisant ce titre de respect désuet comme un bouclier. Mon mari était un homme pauvre, mais il craignait Dieu. Il n'aurait jamais osé emprunter aux Lucchese. Ils ne veulent pas d'argent. Ils veulent nous briser, nous montrer que même nos enfants ne nous appartiennent plus. Alessandro écoutait chaque syllabe, sa mâchoire se contractant imperceptiblement. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Vincenzo, son rival de toujours, utilisait la misère d'une femme pour tester l'rigidité de l'autorité des Moretti sur ce quartier. L'acte n'était point une simple extorsion. C'était une déclaration de guerre psychologique, un crachat au visage du code d'honneur que Alessandro prétendait incarner. Le silence qui entourait la mère et le parrain était chargé d'une électricité statique, une tension qui faisait vibrer l'air chaud de Sicile. Les gardes du corps, toujours en alerte, formaient un cercle d'acier autour d'eux, mais leur regard trahissait une confusion profonde. Ils voyaient leur chef, l'homme qui avait ordonné des exécutions sans ciller, s'incliner légèrement vers cette femme du peuple pour recueillir ses paroles comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Maria Rosaria décrivit le doudou délabré, le dernier lien physique qu'elle gardait avec sa fille, et comment elle l'avait ramassé dans le caniveau après le passage des monstres. Chaque détail qu'elle livrait était une pierre supplémentaire ajoutée au fardeau que Alessandro venait d'accepter de porter. Alessandro posa une main sur l'épaule recouverte de Kevlar de Maria, un geste d'une tendresse inattendue qui provoqua un frisson collectif dans la foule. Il ne s'agissait nullement d'une aumône, mais d'une obligation de sang qu'il venait de contracter envers cette mère et, par extension, envers son propre passé de solitude. « Vincenzo a fait une erreur », murmura-t-il, sa voix de baryton vibrant d'une menace sourde. « Il a cru que le silence de ce quartier signifiait mon indifférence. Il va découvrir que mon silence est le prélude à sa ruine. » Il fit signe à 2 de ses hommes de rester auprès de Maria, leur ordonnant du regard de veiller sur elle comme s'il s'agissait de sa propre sœur. La glace qui recouvrait son âme n'avait pas disparu, elle s'était transformée en une arme de précision. Dante Cavallo, qui observait la scène avec une inquiétude croissante, s'approcha du parrain alors que celui-ci se dirigeait vers la portière ouverte du SUV. Le lieutenant, pragmatique et dévoué à la survie de l'Empire, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Pour lui, Maria Rosaria n'était qu'une distraction tragique, un obstacle, sur la route d'un contrat de plusieurs millions d'euros qui devait être signé dans moins d'1 heure. Il attendit que Alessandro soit assis à l'arrière du véhicule, dans l'ombre fraîche de l'habitacle, pour briser le protocole et exprimer son désaccord. « Alessandro, je vous en conjure, réfléchissez », commença-t-il, sa voix basse mais pressante. « Lucchese nous tend un piège. Il sait que vous ne pouvez pas ignorer un tel affront public. » Dante s'installa en face de son chef,
ses yeux cherchant désespérément un signe de raison derrière le regard d'acier de Moretti. Le rendez-vous au port est vital. Les délégués du Nord ne toléreront pas un retard, encore moins pour une histoire de quartier. Si nous ne nous présentons pas, ils verront cela comme une faiblesse, ou pire, comme un manque d'intérêt pour leur alliance. Nous risquons de perdre des mois de négociations et des millions de bénéfices. Le lieutenant pointa du doigt ce lieu public par la vitre blindée. Cette femme est malheureuse, certes, mais est-elle plus importante que la stabilité de notre famille? Déclencher une guerre ouverte avec Vincenzo Lucchese maintenant, c'est mettre le feu à toute la Sicile pour une enfant que nous ne connaissons même pas. Alessandro ne répondit pas immédiatement, préférant observer le mouvement de ses doigts, qui lissaient machinalement le tissu de son pantalon de cachemire. Le silence qui s'installa dans la voiture était plus pesant que n'importe quelle réprimande. Dante sentit la sueur perler sur ses tempes, non pas à cause de la chaleur, mais à cause du poids du jugement qu'il sentait peser sur lui. Le parrain finit par lever les yeux, et Dante y vit une détermination si pure qu'elle en devenait terrifiante. « Dante, dit-il enfin, chaque mot tombant comme un couperet, tu parles de millions et de stabilité. Tu parles comme un comptable, pas comme un homme qui porte le nom de Moretti. Penses-tu vraiment que notre pouvoir repose sur des chiffres dans un dossier? » Il se pencha vers son lieutenant, réduisant l'espace entre eux, jusqu'à ce que Dante puisse sentir l'odeur de son tabac froid et de sa colère contenue. Notre empire est bâti sur une seule promesse. Nous sommes les protecteurs de ceux qui n'ont rien. Si je laisse Vincenzo Lucchese arracher une fillette à sa mère sur mes terres sans réagir, alors je ne suis plus un parrain. Je ne suis qu'un homme riche qui attend son tour pour être égorgé. L'argent que nous perdons aujourd'hui peut être regagné. L'honneur d'une mère bafouée, une fois perdu, est une souillure que tout l'or du monde ne pourra jamais laver. Alessandro marqua une pause, laissant ses paroles s'ancrer dans l'esprit de son second. Dante tenta une dernière fois de raisonner son chef, arguant que Vincenzo n'agirait pas ainsi sans avoir rassuré ses arrières, que le port de Palerme serait un cimetière si les Moretti engageaient leurs forces de manière désordonnée. Mais Alessandro leva une main, imposant un silence définitif. « Il n'y aura pas de force désordonnée, Dante. Il n'y aura que moi. Vincenzo s'attend à ce que j'envoie une armée, ce qui lui permettrait de négocier. Il ne s'attend pas à ce que je vienne personnellement réclamer la vie de Sofia. » Le choc se lut sur le visage de Dante. L'idée que le chef de la mafia agisse seul, sans la protection de son escorte, était un suicide stratégique, une rupture totale avec les protocoles de sécurité les plus élémentaires. Pourtant, dans le regard de Alessandro, il n'y avait aucune trace de folie, seulement une logique froide et implacable. En donnant sa veste par éclat à Maria, il avait déjà accepté sa propre vulnérabilité physique pour renforcer sa puissance symbolique. Il savait que dans le monde du crime organisé, la perception est la seule réalité qui compte. S'il réussissait à ramener Sofia seule, il deviendrait une légende intouchable, un spectre capable de traverser les flammes pour rendre justice. Il mourrait au moins avec la dignité d'un roi qui a refusé de sacrifier son âme pour un contrat de papier. Il ordonna au chauffeur de démarrer, direction les entrepôts du port, mais pas pour le rendez-vous prévu. Le convoi s'ébranla, quittant ce carrefour animé sous les regards incrédules des témoins. Les pneus crissaient sur le pavé séculaire, emportant avec eux l'homme qui venait de briser la routine du mal. Dante, bien que terrifié par les conséquences de cette décision, commença déjà à préparer mentalement le terrain, contactant discrètement ses réseaux pour surveiller les mouvements de Lucchese. Il savait que Alessandro n'écouterait plus la raison et qu'il ne lui restait plus qu'à servir la volonté de son maître, aussi périlleuse soit-elle. La voiture s'éloigna, laissant derrière elle une poussière dorée, qui semblait danser dans la lumière crue de Sicile, tandis que l'écho funèbre de cet affrontement latent commençait déjà à se faire sentir dans les cœurs de ceux qui restaient. Dans l'habitacle, Alessandro Moretti ferma les yeux un instant, se remémorant le visage de Maria Rosaria et la sensation du petit animal de tissu contre sa paume. Il sentait le vide laissé par son gilet protecteur,
une sensation de légèreté dangereuse qui aiguisait ses sens. Son costume de bureaucrate du crime volait en éclats. Il était redevenu le loup, le prédateur solitaire qui allait chasser sur les terres d'un autre pour corriger une injustice que la loi n'oserait jamais toucher. La guerre était déclarée, non pas pour un territoire, mais pour le droit d'une mère de serrer son enfant dans ses bras. Et dans ce combat-là, toute défaite s'avérait impensable, car son âme, si longtemps enfouie sous le marbre et le sang, venait enfin de remonter à la surface. La poussière soulevée au départ du convoi mettait une éternité à retomber sur l'agora populaire, comme si le temps lui-même rechignait à effacer les traces de ce qui venait de se produire. Alessandro Moretti, bien qu'enfermé dans le cocon de cuir et de climatisation de son SUV, sentait encore sur sa peau l'absence brutale de son gilet protecteur. C'était une sensation de nudité insupportable pour un homme dont la vie était mise à prix depuis 2 décennies. Sous sa chemise de coton égyptien, dont la finesse soulignait désormais chaque mouvement de son torse, il éprouvait un frisson étrange, un mélange de vulnérabilité physique et de puissance morale absolue. Il avait abandonné son armure, mais il avait en échange endossé une responsabilité qui pesait bien plus lourd que le Kevlar. Derrière la vitre teintée, il vit une dernière fois la silhouette de Maria Rosaria. Elle se tenait toujours là, au milieu des pavés disjoints, ses mains cailleuses crispées sur les bords rigides du gilet qui l'enveloppait comme une carapace de métal noir. L'objet, conçu pour arrêter des balles de gros calibre, paraissait démesuré sur ses épaules frêles de blanchisseuse, lui donnant l'allure d'une sainte de quartier protégée par le manteau d'un pêcheur. Les habitants, d'ordinaire si prompts à détourner les yeux devant l'autorité, étaient pétrifiés. On ne donnait pas son gilet de protection dans ce monde. On ne donnait jamais ce qui permettait de survivre un jour de plus. En faisant ce geste, Moretti n'avait pas seulement offert un objet technique. Il avait publiquement déclaré que sa propre vie ne valait pas plus que la parole donnée à une inconnue. Alessandro se remémora le poids de l'ours en peluche qu'il avait brièvement tenu. Le tissu était râpeux, imprégné de l'odeur de la lessive bon marché et de la poussière des rues où Sofia jouait sans doute quelques heures plus tôt. C'était cet objet, si dérisoire au milieu des enjeux de pouvoir, qui avait provoqué la fissure finale dans son armure intérieure. Une hégémonie fondée sur la terreur finit toujours par rencontrer une force que la violence ne peut pas dompter, l'innocence. En voyant le gilet sur Maria, Alessandro comprit que Vincenzo Lucchese s'était rendu coupable de bien pire que le vol d'une enfant isolée et qu'il venait de braquer un pistolet sur l'honneur même des Moretti. Le mutisme qui s'était installé sur la place différée d'un silence de respect, c'était un silence de choc, celui qui précède les séismes. Don Cavallo, assis en face de lui, ne quittait pas des yeux le buste d'Alessandro. Le lieutenant semblait fasciné et terrifié par la vision de cette chemise sans protection. Pour Dante, un parrain sans gilet était un roi sans bouclier, une cible mouvante offerte à la moindre trahison. Il ouvrit la bouche pour réitérer ses craintes, mais le regard d'Alessandro, froid comme le marbre d'un mausolée, le fit se rétracter. Moretti ajusta les poignets de sa chemise avec une lenteur calculée. Chaque geste était une démonstration de contrôle, une manière de dire que sa sécurité ne résidait pas dans un tissu technologique, mais dans la terreur sacrée qu'il inspirait. Pourtant, au fond de ses pupilles gris acier, une étincelle nouvelle brûlait, une rage protectrice qui ne demandait qu'à être libérée sur les entrepôts du port. Le convoi approchait désormais de la zone industrielle, là où Palerme perdait sa beauté de carte postale pour devenir un labyrinthe de béton, de rouille et de non-dits. Les bâtiments en briques rouges, noircis par la suie des cargos, se dressaient comme des sentinelles fatiguées au bord d'une mer huileuse. C'était ici, dans l'ombre des grues géantes et des conteneurs empilés, que Vincenzo Lucchese avait établi son fief temporaire. Alessandro observait le paysage défiler, son esprit analysant déjà les angles de tir et les points d'entrée possibles. Il ne ressentait plus la peur, seulement cette légèreté dangereuse qu'il avait connue dans sa jeunesse, avant que le pouvoir ne vienne alourdir ses pas. Il était à nouveau seul contre le monde, et pour la première fois depuis des années, il se sentait parfaitement à sa place.
À quelques centaines de mètres de la limite du secteur contrôlé par les Lucchese, Alessandro leva une main pour ordonner l'arrêt du convoi. Les 3 véhicules noirs s'immobilisèrent dans un synchronisme parfait, leurs moteurs ronronnant comme des fauves à l'affût. Le quartier était désert, mais chaque fenêtre close semblait abriter une paire d'yeux hostiles. Moretti descendit du véhicule sans attendre que ses gardes du corps ne lui ouvrent la porte. L'air marin, chargé de sel et de gasoil, s'engouffra dans ses poumons. Il fit signe à Dante et au reste de l'escorte de se rassembler autour de lui, dans l'ombre projetée par un entrepôt désaffecté. Le cercle de soldats, d'ordinaire si sûrs de lui, affichait une nervosité palpable face à l'absence de protection de leur chef. « Dante », commença Alessandro, sa voix n'étant plus qu'un murmure tranchant qui dominait le bruit lointain des mouettes. « Vous allez sécuriser le périmètre extérieur. Je ne veux aucune interférence, ni de la part des Lucchese, ni de la part de la police. Établissez un cordon de sécurité à 2 pâtés de maison d'ici. Si quelqu'un tente de sortir ou d'entrer sans mon autorisation, vous savez quoi faire. » Le lieutenant écarquilla les yeux, son instinct de protection prenant le dessus sur sa discipline habituelle. « Alessandro, c'est de la folie. Vous ne portez rien pour vous protéger, et vous voulez entrer là-dedans sans nous? Bruno Greco est à l'intérieur. C'est une bête sauvage qui ne connaît aucune règle. Laissez-nous au moins vous couvrir. » Alessandro posa une main sur le revers du costume de Dante, un geste qui imposa un silence immédiat. Vincenzo s'attend à voir arriver mes SUV et mes fusils d'assaut. Il a déjà préparé ses hommes pour un siège, pour une négociation sanglante, où Sofia serait sa seule monnaie d'échange. S'il voit une armée, il utilisera l'enfant comme bouclier. Moretti se tourna vers les entrepôts sombres qui se découpaient contre le ciel blafard. Mais il ne s'attend pas à ce que j'entre seul. Il ne s'attend pas à ce que l'homme qu'il croit, devenu trop riche pour se salir les mains, vienne personnellement lui arracher le cœur. La surprise est ma seule armure aujourd'hui, Dante. Et elle est plus efficace que n'importe quel gilet. Le lieutenant Schutt en scène, Taciut évoquant le bijou de dernière protestation que le parrain portait au doigt, ce symbole de pouvoir qui brillerait dans l'obscurité des couloirs. Mais Alessandro l'ignora. Il commença à retirer sa cravate de soie, la rangeant soigneusement dans sa poche, puis déboutonna le col de sa chemise. L'homme devant eux s'affranchissait du rôle de chef d'un empire financier qui se tenait devant eux. C'était le loup solitaire des bas-fonds de Palerme. Il vérifia l'état de son arme de poing avec une précision maniaque, faisant jouer la culasse dans un claquement sec qui résonna contre les murs de béton. Il ne s'agissait nullement d'une grâce qu'il rendait à Maria Rosaria. C'était une dette envers lui-même. L'obligation de prouver que son nom n'était pas qu'une marque de luxe, mais une sentence de mort. « Écoutez-moi bien », reprit Alessandro, son regard se fixant sur chacun de ses hommes avec une intensité insoutenable. « Si je ne sors pas avec l'enfant d'ici 1 heure, vous rasez cet endroit. Ne laissez aucune pierre debout, ne laissez personne en vie. Mais tant que je suis là-dedans, vous restez dans l'ombre. Personne ne bouge sans mon signal. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses ordres s'ancrer dans le silence de la zone portuaire. Les gardes du corps hochèrent la tête, le visage sombre, comprenant que leur honneur était désormais lié à la réussite de ce pari suicidaire. Sur le secheux, ils voyaient leur chef s'éloigner vers l'obscurité, une silhouette élégante mais mortelle qui semblait se fondre dans les reflets grisâtres des vieux hangars. Alessandro Moretti s'avança seul vers le territoire de Vincenzo Lucchese, ses chaussures vernies ne produisant aucun son sur le bitume craquelé. Il se sentait étrangement calme, presque serein. Sans le poids du gilet, son corps était plus agile, sa respiration plus libre. Chaque sens était aiguisé par la proximité du danger. Il percevait le grincement d'une porte métallique au loin, l'odeur de la marée basse et le battement de son propre cœur, régulier et implacable. Les millions n'étaient plus à l'ordre du jour ou d'alliances stratégiques. Il s'agissait de la peluche abîmée, du cri de Maria et de la vie d'une petite fille de 6 ans dont il n'avait jamais vu le visage. En arrivant devant la première sentinelle dissimulée derrière une pile de palettes, Moretti ne ralentit pas. Il utilisa les ombres avec la maîtrise d'un prédateur nocturne, glissant entre les obstacles,
comme une apparition spectrale. Il savait que Bruno Greco patrouillait quelque part à l'intérieur, un exécuteur brutal qui ne reculerait devant rien pour plaire à son maître. Mais Alessandro n'était pas là pour se battre comme un soldat de rang. Il était là pour porter un verdict. En s'enfonçant dans les entrailles du port, il laissait derrière lui le monde des parleurs et des comptables pour entrer dans celui de la justice brutale. Le silence qui régnait dans l'entrepôt n'était que le prélude à l'orage qui allait bientôt dévaster l'empire de Lucchese. Car aujourd'hui, le monstre avait décidé de devenir le seul rempart entre un enfant et l'enfer. La chemise blanche d'Alessandro Moretti, dépourvue de son armure de Kevlar, agissait presque comme un linceul de soie dans l'obscurité poisseuse de l'entrepôt. Sans le poids rigide du gilet, ses mouvements possédaient une fluidité qu'il avait oubliée depuis l'époque où il n'était qu'un soldat de l'ombre, un homme dont la survie dépendait de sa capacité à se fondre dans le néant. Il glissait le long des parois de métal froid, ses doigts effleurant les rivets rouillés, sentant la vibration sourde du vent qui s'engouffrait par les vitres brisées du plafond. L'air ici était chargé d'une humidité rance, un mélange de sel marin et de graisse industrielle qui semblait vouloir coller à son costume de luxe comme une souillure inévitable. Mais Alessandro ne s'en souciait pas. Il était entré dans un état de concentration chirurgicale où chaque battement de cœur était un métronome réglé sur la mort. Il s'immobilisa derrière une pile de caisses de bois marquées du sceau des Lucchese, ses yeux gris scrutant la pénombre avec une patience de prédateur. À 10 mètres de lui, une première sentinelle fumait une cigarette dont la lueur rougeoyante était le seul phare dans ce labyrinthe de béton. L'homme, un sbire aux épaules voûtées et à la vigilance émoussée par l'ennui, ne se doutait pas que le parrain de Palerme se tenait à quelques pas de lui, sans protection, armé seulement de sa volonté et d'un beretta silencieux. Alessandro observa la fumée s'élever en volutes paresseuses, comptant les secondes entre chaque bouffée. Il n'éprouvait aucune haine pour cet homme, seulement une indifférence glaciale. Pour lui, ce garde n'était qu'un rouage défectueux dans une machine qu'il avait décidé de briser. Moretti se déplaça avec une lenteur calculée, contournant l'obstacle sans produire le moindre froissement de tissu. Il était désormais dans le dos de la sentinelle. D'un geste vif, une main gantée de cuir se plaqua sur la bouche de l'homme, tandis que l'autre enfonçait la lame d'un couteau tactique entre les vertèbres cervicales, avec une précision anatomique qui interdisait tout cri. Le garde s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, son corps lourd étant retenu par Alessandro pour éviter le fracas de la chute sur le sol de ciment. Le silence retomba aussitôt, à peine troublé par le crépitement de la cigarette abandonnée qui achevait de se consumer. Moretti essuya calmement sa lame sur le pantalon du cadavre, son visage restant aussi impassible qu'un masque mortuaire. Il s'éloignait de la figure du monarque du penthouse obsidienne. Il redevenait simplement l'exécuteur des ombres. Il reprit sa progression, s'enfonçant plus profondément dans les entrailles du bâtiment, où la lumière des néons vacillants dessinait des ombres mouvantes sur les murs lépreux. À mesure qu'il avançait, Alessandro sentait la tension monter, une électricité statique qui lui hérissait les poils de la nuque. Il percevait des bruits lointains, des rires gras, le cliquetis d'une bouteille contre une table, le murmure rauque de radio de communication. Vincenzo Lucchese se croyait en sécurité dans sa forteresse de rouille, protégé par ses hommes et par l'audace de son crime. Il n'avait pas compris que l'homme qu'il cherchait à humilier était déjà à l'intérieur, traversant ses défenses comme un spectre que les balles ne peuvent atteindre. Une deuxième sentinelle apparut au détour d'un couloir, marchant d'un pas lourd en direction de la sortie. Cette fois, Alessandro ne chercha pas le contact physique. Il leva son arme, alignant les organes de visée sur la silhouette sombre. Un seul coup de feu étouffé déchira l'air, suivi du bruit sourd d'un corps percutant une pile de vieux pneus. Alessandro ne s'arrêta pas pour vérifier. Il savait que son tir était parfait. Il rangea son arme et s'accroupit derrière un chariot élévateur, prenant un instant pour calmer sa respiration. Sans son gilet pare-balles, l'erreur lui était fatale.
face à chaque courant d'air froid contre son torse, une sensation de liberté mortelle qui aiguisait ses réflexes à un niveau presque insoutenable. Il n'était pas là pour négocier. Il était là pour porter un verdict dont Vincenzo serait la seule victime finale. Moretti se redressa et s'approcha d'une cloison de tôle, derrière laquelle semblait provenir une plainte étouffée. Un son si faible qu'il aurait pu être confondu avec le sifflement du vent. Il utilisa la pointe de son couteau pour écarter un pan de métal tordu et jeta un regard à l'intérieur d'une petite pièce aveugle, éclairée par une unique ampoule nue. Ce qu'il vit alors fit vaciller la glace qui entourait son cœur. Il ne découvrit point Sofia en premier, mais l'ampleur de la cruauté systématique que Vincenzo Lucchese exerçait sur le quartier. Dans ce réduit insalubre, 3 hommes étaient enchaînés à des piliers de soutien, leurs visages marqués par des semaines de privation et de coups. Alessandro reconnut l'un d'eux, un vieux pêcheur du port, qui lui vendait parfois du bar frais le matin. Le parrain entra dans la pièce sans un bruit, sa silhouette élégante contrastant violemment avec la misère crasseuse du lieu. Le vieil homme leva les yeux, ses pupilles dilatées par la terreur avant de se fixer sur le visage de Moretti. Un murmure de reconnaissance mourut dans sa gorge desséchée. Alessandro posa un doigt sur ses lèvres, imposant un silence absolu. Il s'approcha des chaînes et, utilisant un passe-partout qu'il portait toujours sur lui, commença à libérer les prisonniers avec une efficacité silencieuse. Il ne dit rien, ne proposa aucune consolation. Son geste parlait pour lui. Ces hommes étaient les personnes de rien, dont Vincenzo se servait pour asseoir sa domination. Des otages du quotidien dont la disparition n'intéressait personne, sauf celui qui venait de se dépouiller de son armure, pour eux. L'un des prisonniers, un ouvrier dont la main était enveloppée dans un bandage sanglant, tenta de saisir la manche de la chemise de Moretti pour le remercier. Alessandro se dégagea avec une douceur ferme, ses yeux gris ne laissant transparaître aucune émotion. Il leur fit signe de se diriger vers la sortie qu'il venait de sécuriser, leur désignant du menton le chechin qu'il avait tracé dans le sang des gardes. Il savait que ces hommes allaient porter la nouvelle de son intervention. Je veux lui parler seul, bien sûr. Que l'histoire du parrain sans gilet sauvant les humbles allait se répandre comme une traînée de poudre dans les ruelles de Palerme. C'était une arme psychologique plus puissante que n'importe quelle explosion. Vincenzo Lucchese avait commis bien pire que de transformer son repère en une scène de théâtre, où Alessandro allait jouer le rôle du sauveur impitoyable. Une fois les prisonniers évacués, Alessandro ressortit dans le couloir principal, son regard se durcissant encore davantage. La découverte de cette cellule improvisée confirmait que Vincenzo ne respectait plus aucun des codes ancestraux de la mafia sicilienne. S'attaquer aux civils, aux travailleurs, aux vieillards, c'était une faute morale que même le milieu criminel ne pouvait tolérer. Pour Moretti, la mission avait changé de nature. L'obligation morale transcendait une simple dette envers Maria Rosaria, c'était une opération d'épuration nécessaire pour restaurer l'ordre qu'il avait juré de maintenir. Il sentait la rage bouillir sous sa surface de marbre, une chaleur intense qui semblait compenser le froid de l'entrepôt. Il s'approcha d'un escalier de fer qui menait au bureau de la direction, là où la lumière était plus vive et où les bruits de voix étaient plus distincts. Il savait que Sofia devait se trouver là-haut, sans doute gardée par Bruno Greco lui-même. Moretti posa le pied sur la première marche, testant la solidité du métal. Chaque détail sensoriel était amplifié. Le grincement lointain d'une poulie, l'odeur persistante du tabac, la sensation du manche de son arme contre sa peau. Il avait cessé d'être le chef d'un syndicat pour devenir l'arme lui-même. La quiétude qui suivrait la prochaine détonation serait celle d'un monde qui change de main. Et Alessandro était prêt à payer le prix du sang pour que ce changement soit définitif. En montant les marches une à une, il revit brièvement le visage de Maria sur la place du marché, ses mains serrant le Kevlar qui lui avait abandonné. Ce souvenir agissait comme une encre, le rattachant à une humanité qu'il avait longtemps cru perdue. Il n'était pas là pour le profit. Il n'était pas là pour le territoire. Il était là parce qu'une mère avait osé demander l'impossible à un monstre et que le monstre avait choisi de répondre.
Alessandro atteignit le palier supérieur et s'aplatit contre le mur, son cœur battant un rythme calme et déterminé. Devant lui, une porte entr'ouverte laissait échapper un filet de lumière dorée et le son d'une voix enfantine qui pleurait doucement. La glace commençait enfin à se fissurer, et sous la surface, l'acier de la vengeance était déjà à blanc. Il jeta un coup d'œil rapide par l'entrebâillement et vit une scène qui fixa définitivement son destin pour les heures à venir. Au milieu d'un bureau encombré de dossiers et de bouteilles vides, la petite Sophia était assise sur une chaise trop grande pour elle, serrant contre elle l'ours en peluche décousu que Maria lui avait confié au marché. Debout devant elle, Vincenzo Lucchesi riait, un verre de cristal à la main, tandis que Bruno Greco se tenait en retrait, une main sur son arme. Le contraste entre l'innocence terrorisée de la fillette et l'arrogance brutale des hommes était insupportable. Moretti ferma les yeux une seconde, visualisant l'action à venir. Il n'y aurait pas de mots, pas d'avertissement. Le temps de la justice chirurgicale était venu, et il n'avait besoin d'aucune protection pour accomplir ce qu'il considérait désormais comme son seul pèlerinage vers la rédemption. La porte du bureau de direction gémit sur ses gonds rouillés, un son strident qui déchira le silence, oppressant de l'entrepôt comme une lame de rasoir sur de la soie. Alessandro Moretti entra dans la lumière crue de la pièce, sa silhouette élégante se découpant entre l'obscurité du couloir. Il n'y eut pas de fracas, pas d'explosion de violence immédiate, seulement cette présence glaciale qui semblait faire chuter la température de plusieurs degrés. Vincenzo Lucchesi, surpris dans son élan de cruauté, immobilisa son verre de cristal à quelques centimètres de ses lèvres, ses yeux s'écarquillant devant l'incroyable vision de son rival. Alessandro se tenait là, seul, sans escorte, et surtout sans cette protection de Kevlar que tout homme de son rang portait comme une seconde peau. Sa chemise blanche, immaculée malgré le sang des gardes laissés derrière lui, soulignait la vulnérabilité calculée de son torse. C'était une insulte suprême à la peur, une démonstration de puissance qui dépassait l'entendement des hommes de rang. Vincenzo posa son verre sur le bureau en acajou griffé, un sourire carnassier étirant ses lèvres grasses. « Alessandro Moretti », murmura-t-il, sa voix chargée d'une dérision mielleuse. « Je m'attendais à une armée, à des explosions, à des cris de guerre. Mais voilà que le grand lion de Palerme entre dans ma tanière comme un agneau sacrificiel. Dis-moi, Alessandro, est-ce l'âge qui t'a rendu sénile? Ou as-tu vraiment cru qu'une chemise de coton suffirait à arrêter le plomb des Lucchesi? » L'usurpateur désigna d'un geste néglige la petite Sophia, qui s'était recroquevillée sur sa chaise, ses petits doigts s'enfonçant dans la peluche usée de son ours. Vincenzo éclata d'un rire rauque, un son qui résonna contre les parois de tôle. « On me l'avait dit, mais je ne voulais pas le croire. Le parrain qui donne son gilet à une gueuse du marché pour sauver une gamine qui n'est même pas de son sang. Tu es devenu un saint, Alessandro, ou simplement un fou qui cherche une raison de mourir? » Moretti ne répondit pas tout de suite. Son regard grès acier balayait la pièce, enregistrant chaque détail avec une précision de scanner. Il vit la sueur qui perçait sous le col de Vincenzo, signe que l'arrogance cachait une nervosité croissante. Il vit Bruno Greco, immobile comme une statue de granit derrière son maître, la main déjà posée sur la crosse de son automatique. Mais surtout, il vit Sophia. L'enfant ne pleurait plus. Elle fixait Alessandro avec une intensité qui semblait puiser sa force dans une espérance millénaire. Elle voyait en lui non pas le criminel que la Sicile craignait, mais le protecteur que sa mère lui avait promis. Ce regard-là valait plus que tous les empires que Alessandro avait bâtis. Il fit un pas en avant, ses chaussures vernies produisant un claquement sec sur le plancher poussiéreux. « Vincenzo » commença Alessandro, sa voix n'étant qu'un murmure tranchant qui semblait vibrer dans les os de ses interlocuteurs. « Tu parles de folie parce que tu ne comprends que le profit. Tu vois une enfant pauvre, je vois une dette d'honneur. Tu vois une chemise blanche, je vois l'absence de peur. Le pouvoir ne réside pas dans le gilet que l'on porte, mais dans ce que l'on est prêt à sacrifier. » Il s'arrêta à 3 mètres du bureau, ses bras le long du corps, dans une posture de détente qui était en réalité l'immobilité du cobra avant l'attaque. « Tu as cru pouvoir utiliser cette petite pour me tester.
Tu as cru que son invisibilité sociale la rendait jetable. C'est là ton erreur fatale. Dans mon monde, le hasard n'existe pas, et le mépris des faibles est le premier signe de la chute d'un tyran. Luchès se leva brusquement, la colère effaçant son sourire de façade. Ton honneur est une relique, Moretti. Une antiquité qui va t'envoyer dans une tombe sans nom. Cette fillette n'est rien. Elle est la poussière sous mes pieds. Et toi, tu es fini. Vincenzo fit un signe de tête à Bruno Greco, une commande muette de mettre fin à cette parodie de noblesse. Le silence qui suivit fut cette suspension temporelle, ce moment où le monde retient son souffle avant que le sang commence à couler. Alessandro sentit l'air se figer autour de lui. Sans gilet, il n'avait pas le droit à l'erreur. Chaque mouvement devait être parfait. Chaque seconde devait être volée à la mort. Il ne regardait plus Vincenzo, il ne regardait plus Bruno. Il était devenu l'instrument d'une justice que Luchès n'avait pas vu venir. Le premier mouvement ne vint pas d'un coup de feu, mais du verre de cristal que Vincenzo, dans un accès de rage nerveuse, envoya s'écraser au sol. Le bruit du verre brisé fut le signal de l'explosion. Bruno Greco dégaina avec une rapidité féroce, mais Alessandro avait déjà anticipé la trajectoire. Sans la rigidité de son armure habituelle, Moretti se jeta sur le côté avec une souplesse féline, utilisant l'inertie de son corps pour glisser derrière un lourd classeur métallique. La première balle de Bruno s'écrasa dans le métal, projetant des éclats de peinture et de rouille. Alessandro ne resta pas immobile. La riposte rejetait les manuels d'une attaque de soldats, devenant la réaction d'un prédateur acculé. Il bondit de sa cachette, utilisant le plateau d'une table basse pour se propulser, son Beretta silencieux surgissant dans sa main comme par magie. L'affrontement ne revêtait aucun trait d'une fusillade désordonnée. C'était une chorégraphie de survie. Moretti utilisait l'environnement avec une intelligence tactique redoutable. Il fit basculer une étagère de dossiers, créant un rideau de papier blanc qui troubla la visée de Bruno pendant une fraction de seconde. C'était tout ce dont il avait besoin. Alessandro tira 2 fois. La première balle atteignit le bras armé de Greco, lui faisant lâcher son arme dans un hurlement de douleur. La seconde se logea dans l'épaule du géant, le projetant contre la cloison de tôle. Sans son gilet, Alessandro ressentait la chaleur des balles qui sifflaient à ses oreilles, une sensation de brûlure qui électrisait ses nerfs. Il n'était plus seulement un homme, il était le spectre vengeur d'une mère éplorée. Vincenzo, paniqué par la défaite éclair de son meilleur homme, plongea derrière son bureau, cherchant désespérément une arme dans le tiroir central. « Tuez-le, Bruno! Achève-le! » hurlait-il, sa voix montant dans les aigus de la terreur pure. Mais Bruno était au sol, saignant abondamment, ses yeux injectés de sang fixés sur la silhouette immaculée qui s'approchait de lui. Alessandro ne lui accorda pas un regard de plus. Son attention était focalisée sur Sofia. Dans le chaos des tirs, l'enfant n'avait pas bougé, son ours en peluche serré contre sa poitrine comme un bouclier sacré. Moretti arriva près d'elle, se plaçant entre la chaise et le bureau de Luchès, son corps servant désormais de seul rempart à la petite. Il sentait la sueur couler dans son dos, sa chemise collant à sa peau, mais son bras restait d'une stabilité effrayante. « Sors de là, Vincenzo », ordonna Alessandro, sa voix calme contrastant violemment avec le vacarme qui venait de s'éteindre. « Le temps des jeux est terminé. Tu as voulu voir ce qu'était un homme sans protection. Maintenant, regarde ce qu'est un homme qui n'a plus rien à perdre. » Luchès finit par se redresser, un petit pistolet de poche tremblant dans sa main droite. Son visage était décomposé, la graisse de ses joues vibrant sous l'effet des spasmes nerveux. Il regarda Bruno, gisant à terre, puis fixa Alessandro. Il ne comprenait pas comment un homme seul avait pu démanteler sa sécurité et neutraliser son exécuteur en moins d'1 minute. Il ne comprenait pas que la force d'Alessandro ne résidait pas dans ses armes, mais dans la promesse faite sur l'esplanade centrale. Le bureau de direction était désormais le théâtre d'un face-à-face final, une opposition binaire entre la cruauté lâche et la rédemption violente. L'ampoule nue au plafond vacillait, jetant des ombres erratiques sur les dossiers éparpillés et les débris de verre. L'odeur de la poudre se mélangeait à celle du vieux cuir et de la peur de Vincenzo. Alessandro ne tirait pas. Il attendait.
Il voulait que Lucchese ressente chaque seconde de son impuissance, qu'il comprenne que son argent et son influence ne pouvaient rien contre la rage protectrice d'un parrain qui avait décidé de retrouver son âme. Sofia, sentant la présence de Alessandro à ses côtés, lâcha un long soupir tremblant, son petit corps se détendant enfin sous l'ombre du loup. « Tu ne sortiras d'ici vivant, Moretti », balbutia Vincenzo, tentant désespérément de reprendre contenance. « Mes hommes vont arriver. Ils vont raser cet entrepôt. Tu as fait tout ça pour rien. » Alessandro esquissa un sourire froid, un mouvement de lèvres qui n'atteignit jamais ses yeux. « Tes hommes ne viendront pas. » Vincenzo. Ils ont vu leur chef s'enfermer avec une enfant pour se cacher derrière elle. Ils ont vu l'homme qu'ils craignaient entrer ici sans armure, prêt à mourir pour l'honneur. La loyauté est une monnaie que tu n'as jamais su épargner. Il fit un pas de plus, le canon de son arme dirigé vers le front de son rival. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quelle menace verbale, un verdict silencieux qui semblait sceller le destin de la Sicile pour les décennies à venir. Lucchese, réalisant que son empire s'effondrait entre ses doigts boudinés, regarda la fillette, puis l'homme qui la protégeait. Il vit dans les yeux d'Alessandro une absence totale de pitié, une détermination chirurgicale qui ne laissait aucune place à la négociation. Le geste choc de Alessandro, ce don de son gilet pare-balles, avait été le premier domino d'une chute qu'il s'était trouvé incapable de prévoir. Son opposant dépassait la figure d'un chef de la mafia rivale. Il était face à une force de la nature qui avait décidé de corriger une injustice. L'orage grondait désormais à l'intérieur de l'entrepôt et Vincenzo comprit, trop tard, que dans le monde de Alessandro Moretti, le hasard n'existait pas et que chaque dette, surtout celle envers l'innocence, finissait toujours par être payée en sang. L'obscurité du bureau de direction ne s'apparentait nullement à un vide, mais une présence palpable, une entité faite de poussière en suspension et de remords invisibles. Alessandro Moretti se tenait au centre de cette arène de fortune, sa chemise blanche brillant d'un éclat presque spectral sous l'ampoule nue qui oscillait au gré des courants d'air. Le parrain ne quitta pas Vincenzo Lucchese des yeux, mais son attention, cette vigilance de prédateur affûtée par des décennies de survie, se déplaça vers la petite silhouette prostrée sur la chaise massive en cuir. Sofia Rosaria semblait si fragile, une tache d'innocence perdue dans un océan de corruption. Ses yeux, des yeux plus vieux que leur âge, étaient fixés sur lui avec une intensité qui transcendait la terreur. Dans ce regard d'enfant, Alessandro ne lut pas la peur d'un monstre, mais l'espoir déraisonnable d'un miracle. Le coup de feu déchira l'air saturé de poussière, un son sec, presque dérisoire dans l'immensité de l'entrepôt, mais qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence de la pièce. Alessandro ressentit un impact brutal contre son épaule gauche, une brûlure instantanée qui se transforma en une douleur liquide et envahissante. La balle, bien que de petit calibre, déchira la soie de sa chemise blanche, y dessinant une fleur écarlate qui s'épanouit avec une rapidité obscène sur l'épaule immaculée. Le choc fit chanceler Moretti, mais il ne tomba pas. Il resta debout, sa silhouette immense masquant totalement Sofia, ses pieds ancrés dans le sol de béton comme les racines d'un chêne séculaire. Vincenzo, hébété par sa propre audace et par la réaction suicidaire de son rival, laissa tomber son arme sur le bureau. Il regarda la tache de sang qui s'élargissait sur la chemise d'Alessandro, attendant de le voir s'effondrer, de voir la vie quitter ses yeux gris. Mais le parrain ne faiblit pas. Au contraire, il sembla puiser dans sa propre douleur une force nouvelle, une autorité qui n'appartenait plus au monde des vivants. Alessandro tourna lentement la tête vers son épaule blessée, observant le sang imbiber le cachemire de sa veste, jeté plus tôt, puis il reporta son attention sur Vincenzo. Le mutisme qui suit le coup de feu se distinguait d'un vide terrifiant, fuyant toute comparaison avec n'importe quel cri. La petite Sophie, réalisant ce qui venait de se passer, laissa échapper un cri déchirant. Elle vit l'homme qui était venu la sauver taché de rouge, mais elle vit aussi qu'il restait là, solide comme une montagne, refusant de laisser le mal l'atteindre à nouveau. Moretti ne dit rien à la fillette, mais son seul maintien, cette dignité inébranlable malgré la blessure, fut le message de sécurité le plus puissant qu'elle ait jamais reçu.
Le sang continuait de couler, traçant une ligne sombre sur son bras, mais la main d'Alessandro qui tenait son arme restait d'une stabilité effrayante, pointée directement sur le cœur de Vincenzo Lucchese. « Tu as tiré, Vincenzo », murmura Alessandro, sa voix n'étant plus qu'un souffle rauque, mais parfaitement articulé. « Tu as utilisé ta dernière chance pour me prouver que tu n'es rien d'autre qu'un insecte qui s'agite dans l'ombre. Tu as touché ma chair, mais tu n'as pas effleuré ma volonté. » Le parrain s'approcha du bureau, le sang goûtant désormais sur les dossiers éparpillés, marquant chaque pas d'une empreinte indélébile. Lucchese recula jusqu'à ce que son dos soit plaqué contre la paroi métallique, ses hanches tremblantes levées dans un geste de supplication inutile. Il vit dans les yeux de Moretti, non pas la rage d'un homme blessé, mais le calme souverain d'un dieu vengeur qui venait de sacrifier son propre sang pour racheter son âme. Le choc dans l'entrepôt fut total. Bruno Greco, malgré sa propre agonie, observa son patron avec un mélange de crainte et de respect nouveau. Il comprit que Alessandro Moretti outrepassait son statut de parrain de Palerme. Il était devenu le symbole d'une justice extrajudiciaire qui se moquait des balles et des protections. En choisissant de recevoir le plomb pour protéger l'enfant, Alessandro venait de réécrire les lois du milieu sicilien. L'orage qui grondait à l'extérieur semblait enfin prêt à éclater. Et dans le bureau de direction, le temps s'était arrêté pour contempler l'homme, qui, par son sacrifice, venait de briser définitivement les chaînes de la peur. Moretti, le visage pâle mais le regard plus brûlant que jamais, fit un geste vers Sofia, l'invitant à se lever, tandis que l'ombre de la mort commençait à envelopper Vincenzo Lucchese dans un linceul de silence éternel. Le silence qui régnait dans le bureau de direction fuyait toute comparaison avec un vide, mais une masse étouffante, saturée par l'odeur métallique du sang frais et le parfum âcre de la poudre. Alessandro Moretti restait debout, figure de marbre dont la chemise blanche se transformait en un drapeau de guerre écarlate. La balle de Vincenzo Lucchese avait trouvé sa chair, mais elle n'avait pas brisé la volonté de l'homme. Le parrain ne vacillait pas. Ses pieds, ancrés dans le sol de béton, semblaient puiser leur force dans les fondations mêmes de la Sicile. Ses yeux gris, dépourvus de haine, restaient fixés sur Vincenzo avec une clarté chirurgicale terrifiante. Vincenzo Lucchese, acculé contre la paroi métallique, laissa glisser son dos contre le fer froid jusqu'à ce que ses genoux cèdent. L'homme qui, peu avant, narguait une enfant avec une arrogance boursouflée, se résumait à un amas de chair tremblante. Il regardait l'arme d'Alessandro, prolongement d'acier d'une main qui ne tremblait pas, et comprit que son propre pistolet de poche n'avait été qu'un jouet face à la réalité du sacrifice. Lucchese attendait le verdict de plomb, mais Alessandro Moretti ne tirait pas. Le parrain savourait l'instant où l'âme du lâche se décomposait sous le poids de sa propre inutilité. Il n'était plus le souverain brisé des ombres. Il était la lumière foudroyante qui purifiait ce repère. Alessandro fit un pas en avant, le sang goûtant de son épaule pour tacher le cuir d'un dossier. « Tu attends que je te tue ?»« Vincenzo » murmura-t-il, sa voix n'étant plus qu'un souffle rauque dominant les gémissements de Bruno Greco au sol. « Tu cherches la dignité d'une fin tragique pour effacer ta bassesse. Mais tu ne mérites pas le plomb des Moretti. Le plomb est une monnaie pour les soldats, pour les hommes qui ont une valeur. Toi, tu n'es qu'une ombre, un parasite qui a cru pouvoir s'attaquer à l'innocence pour se sentir exister. » Moretti rangea son arme avec une lenteur insultante, signifiant à Lucchese qu'il ne représentait plus aucun danger. S'approcha du bureau et utilisa sa main valide pour ramasser l'eau rose en peluche que Sofia avait laissé tomber. Il nettoya soigneusement la poussière sur le tissu avec le revers de sa manche, ignorant les yeux écarquillés de Vincenzo. Alessandro ne voyait plus son rival. Il ne voyait que l'obligation morale qu'il venait de remplir. La lourde chevalière à son doigt brilla sous l'ampoule vacillante, insigne d'un pouvoir qui n'avait jamais semblé aussi légitime qu'à cet instant de renonciation. « Je vais te laisser la vie, » reprit Alessandro, ses yeux se connectant à ceux de l'usurpateur avec une intensité insoutenable. « Mais je te laisse avec l'image de toi-même, seul, ayant tiré sur un homme sans protection et ayant quand même perdu.
Demain, tout Palerme saura que Vincenzo Lucchese a eu peur d'une enfant. Ta réputation est ton linceul, et le silence des tiens sera ton agonie. Le verdict tomba avec la précision d'un couperet. Lucchese ferma les yeux, réalisant qu'il était condamné à une invisibilité sociale pire que la mort. À ce moment, un grondement fit vibrer les parois de tôle. L'ultimatum fixé par Moretti arrivait à son terme. Le silence extérieur fut rompu par des explosions sourdes. Dante Cavallo n'était pas homme à laisser le hasard décider du sort de son chef. En bas, le feu alimenté par des bidons d'essence s'embrasa, transformant les fondations de l'entrepôt en un brasier rugissant. La fumée noire commença à s'insinuer sous la porte, apportant une chaleur étouffante qui menaçait de consumer les derniers vestiges de la confrontation. Alessandro ne prêta aucune attention à la panique de Vincenzo. Sa seule priorité était Sofia. La fillette s'était levée, ses petits pieds nus foulant le sol parsemé d'éclats de verre. Elle regardait le sang sur la chemise de son protecteur, son visage marqué par une compréhension de la douleur qui dépassait son âge. Moretti s'agenouilla devant elle, ignorant la brûlure atroce de son épaule. Il lui tendit le jouet rassurant, et dans ce geste de douceur au cœur de l'enfer, la glace qui entourait son âme acheva de se fissurer. Sofia s'avança et se blottit contre son torse. Le bâtiment commença à gémir, signalant l'effondrement imminent de la toiture. Des étincelles pleuvaient à travers les vitres brisées, et le craquement du bois dévoré par les flammes remplissait l'espace. Alessandro savait qu'il n'avait que quelques minutes. Il jeta un dernier regard à Vincenzo, qui rampait vers la fenêtre, ignorant Bruno Greco qui appelait à l'aide. La lâcheté de Lucchese était désormais totale, une souillure que même le feu ne pourrait pas purifier. D'un mouvement fluide malgré sa blessure, Alessandro souleva Sofia. Le poids de l'innocence était à la fois un fardeau et une bouée de sauvetage. Il serra l'enfant contre lui, utilisant sa veste de cachemire pour l'envelopper, la protégeant des débris et de la chaleur. La petite tête de Sofia se logea dans le creux de son cou. Alessandro ressentit une chaleur humaine inconnue depuis des décennies. Son ancienne aura de souverain s'effaçait des ombres. Il était le rempart, le bouclier de chair qui allait traverser le brasier. La progression vers la sortie était un défi sensoriel insoutenable. La fumée s'épaississait, brûlant les poumons, tandis que la chaleur semblait vouloir fondre le métal des escaliers. Alessandro avançait d'un pas sûr, ses sens aiguisés par l'instinct de survie. Il descendit les marches de fer, sentant la structure vibrer. Autour de lui, le monde de Vincenzo Lucchese s'écroulait dans un vacarme de fin du monde, les dossiers de contrat devenant le combustible d'une justice karmique que personne n'aurait pu arrêter. Moretti atteignit le rez-de-chaussée, là où l'incendie était le plus violent. Des pans de murs s'effondraient, libérant des nuages de poussière rouge. Il utilisa sa main valide pour écarter un rideau de flammes, sa chemise blanche désormais noircie par la suie et saturée de sang. Sofia restait silencieuse, blottie contre lui avec une confiance absolue. Pour elle, Alessandro Moretti n'était pas un homme blessé. Il était une force de la nature, un spectre protecteur que rien ne pouvait ralentir. Le contraste était saisissant entre l'élégance dévastée du parrain et la pureté intacte de la fillette. Le chemin était barré par une poutre enflammée. Alessandro s'arrêta, son souffle devenant court sous l'effet de l'asphyxie et de la douleur. Il sentait ses forces l'abandonner, la perte de sang pesant sur sa vision. Pourtant, il ne vacilla pas. Il fixa la barrière de feu avec une rage froide, refusant de laisser ce bâtiment de mort avoir le dernier mot. Il se souvint du visage de Maria Rosaria et de la promesse qu'il avait signée de son sang. Cet engagement était plus solide que le béton. D'un effort surhumain, Alessandro Moretti déplaça la poutre incandescente, ignorant les brûlures sur sa peau. La douleur physique n'était plus qu'une donnée statistique face à la nécessité de sa mission. Il franchit le seuil au moment même où une partie de la toiture s'effondrait dans un fracas de tonnerre, ensevelissant le bureau de Vincenzo sous des tonnes de gravats. Le parrain sortit dans la lumière crue de l'après-midi, silhouette d'acier et de soie ensanglantée portant l'espoir de tout un quartier. L'air frais s'engouffra dans ses poumons, un soulagement acide qui lui fit presque perdre connaissance.
Il continua de marcher, s'éloignant du brasier sans un regard en arrière. Derrière lui, l'empire de la peur de Luchès finissait de se consumer. Devant lui, le calme absolu de l'après-bataille semblait s'apaiser pour laisser place au murmure de la vie. Alessandro serra Sofia plus fort, sentant son petit cœur battre contre le sien. Le sacrifice était total, mais Moretti comprenait enfin que la puissance résidait dans ce que l'on est capable d'offrir. Le convoi de SUV noirs l'attendait. Dante Cavallo se précipita vers son chef, son visage marqué par une horreur profonde en voyant l'état d'Alessandro. Mais Moretti leva une main, imposant un silence solennel. Les remerciements lui paraissaient superflus, ni de parole à cet instant. Il monta à l'arrière, déposant délicatement Sofia sur le siège de cuir parfumé au bois de santal. Le contraste entre le sang sur sa chemise et le luxe de l'habitacle était la signature finale de son geste. Alors que le convoi s'ébranlait, Alessandro ferma les yeux, laissant la douleur l'envahir. Il sentait le froid de sa blessure, mais à l'intérieur, une chaleur nouvelle irradiait. Il avait agi en tant qu'homme, brisant le cycle de la violence pour instaurer un ordre fondé sur la protection de l'invisible. La glace avait définitivement fondu. Sur les ruines de l'entrepôt, l'histoire de Moretti, le parrain sans protection qui avait bravé le feu pour une enfant, commençait à s'écrire. La dette était payée, et dans le regard de Sofia, Alessandro trouva enfin le sanctuaire qu'il cherchait. Le trajet vers Palerme fut un tunnel de sensations floues. La perte de sang brouillait les contours du monde. Pourtant, il restait conscient du poids de Sofia contre lui, de la petite main refermée sur sa chemise ensanglantée. Chaque secousse était une morsure, mais chaque respiration de l'enfant était une victoire. Alessandro Moretti savait que ce retour n'était pas la fin de son règne, mais le début d'un chapitre où le marbre de ses palais serait réchauffé par le souffle de la justice. L'orage s'apaisait, laissant place à une lumière dorée qui bénissait le retour du protecteur vers la place où tout avait commencé. Les souvenirs de la sortie de l'entrepôt brûlaient encore dans l'esprit d'Alessandro Moretti, alors que le convoi fendait les rues de Palerme vers cet espace de rassemblement. Derrière lui, le port n'était plus qu'un brasier s'éteignant sous l'œil impuissant d'une police qui, quelques instants plus tôt, manquait d'audace pour lever le petit doigt devant sa silhouette émergeant des flammes. Alessandro se rappelait avec une froideur chirurgicale le visage pétrifié des officiers, figé devant la solennité de son apparition spectrale. Son aura de parrain craint s'évanouissait, devenant une force élémentaire portant entre ses bras le seul trésor qui importait encore, Sofia Rosaria. On ne tire pas sur un homme qui traverse l'enfer pour corriger une injustice. Cette certitude l'avait porté jusqu'au véhicule, ignorant la douleur de sa blessure à l'épaule qui imbibait sa chemise de soie d'un sang sombre et visqueux. Le trajet vers le centre-ville fut un tunnel de sensations étouffées, marqué par le poids de l'enfant contre son cœur et l'odeur persistante de la suie. Alessandro écoutait la respiration régulière de Sofia, un son qui couvrait le vrombissement des moteurs et le fracas de son propre empire qui se fissurait. Dans le silence de la voiture, sa main valide ne lâchait pas celle de la fillette. Il savourait ce froid intense de l'air marin qui venait lécher sa peau brûlée par la vitre entr'ouverte. Chaque cicatrice qu'il portait, aujourd'hui, était le prix d'une âme qu'il commençait enfin à percevoir sous les débris de sa propre existence. Le convoi pénétra enfin sur l'esplanade populaire dans un silence de cathédrale. Le soleil de Sicile entamait sa lente descente, peignant les façades de Palerme d'une lumière dorée et mélancolique qui semblait vouloir pardonner les crimes de la journée. L'agitation habituelle des étals avait laissé place à une attente fébrile. Maria Rosaria était toujours là, debout au milieu des pavés, une silhouette solitaire qui refusait de fléchir. Le gilet pare-balles de Alessandro Moretti, trop grand et trop lourd pour ses épaules, l'enveloppait comme une relique sacrée. Il avait cessé d'incarner le monstre redouté pour devenir un héros inespéré. Ses yeux étaient fixés sur le virage par lequel le convoi était parti plusieurs heures auparavant. Les SUV noirs s'immobilisèrent avec une grâce funèbre exactement là où tout avait commencé. Un frisson de respect parcourut la foule qui s'était massée sur les bords de la place.
La portière arrière s'ouvrit avec une lenteur calculée. Alessandro Moretti sortit le premier. Son visage marqué par la cendre et sa démarche légèrement chancelante, racontant une histoire de sacrifice que personne n'osait commenter. Mais avant que Maria n'ait pu laisser échapper un cri de désespoir, il se pencha dans l'habitacle. Il en ressortit portant Sofia, dont la silhouette fragile se détachait contre le costume bleu nuit, désormais ruiné du parrain. La fillette était réveillée, ses grands yeux sombres parcourant la place, avec une incrédulité mêlée d'un soulagement immense. Maria Rosaria laissa échapper un gémissement de pure agonie joyeuse. Elle courut vers eux, les pans de l'armure de Kevlar battant contre ses genoux. Alessandro s'arrêta et, d'un geste d'une dignité souveraine, déposa Sofia au sol. L'enfant s'élança dans les bras de sa mère, son ours en peluche serré entre elles, dans une étreinte qui semblait vouloir fusionner leurs deux existences pour l'éternité. Les pleurs de Maria, des sanglots rauques et libérateurs, résonnèrent sur la place, brisant enfin la chape de plomb qui pesait sur le quartier. Alessandro restait en retrait, observant les retrouvailles avec une impassibilité qui masquait une émotion profonde. Ce n'était pas seulement une petite fille qui rentrait chez elle. C'était l'innocence qui triomphait de la cruauté la plus vile, celle de Vincenzo Lucchese, dont le nom s'apparentait déjà à une insulte oubliée dans les décombres du port. Le contraste était total entre la détresse du matin et cette explosion de vie. Le parrain sentit une chaleur inattendue se propager dans sa poitrine, une sensation de paix que tout le marbre de ses palais n'avait jamais pu lui offrir. Maria se redressa, Sofia toujours agrippée à sa taille, et fixa Alessandro. Ses yeux, baignés de larmes, cherchèrent ceux de son sauveur. D'un geste lent, elle commença à défaire les attaches de l'armure. Ses doigts tremblants peinaient à manipuler les sangles de plastique rigides. Elle finit par retirer la protection et la tendit à Moretti. Ce geste signifiait la fin de son calvaire et le retour symbolique de sa protection. Alessandro prit le lourd équipement d'une main, sentant la chaleur résiduelle du corps de la mère contre le tissu technologique. C'était un échange silencieux, un pacte scellé dans la poussière et le sang, qui transformait définitivement le rapport de force dans ce quartier de Palerme. « Elle est sauve, Maria », dit Alessandro d'une voix basse qui porta pourtant jusqu'au dernier rang de la foule. Vincenzo Lucchese ne reviendra plus. La dette est effacée, non pas par l'argent, mais par le sang de ceux qui ont osé profaner votre foyer. La mère tenta de formuler une gratitude qui n'avait pas de mots, mais Alessandro leva une main pour l'interrompre. Il n'avait pas besoin de merci. Il avait vu la glace de son propre monde se briser contre la résilience d'une femme du peuple. Il fit signe à Dante Cavallo de préparer le départ. Sa tâche ici étant terminée. Sofia se détacha un instant de sa mère pour s'approcher de l'homme de fer. Elle leva ses petits yeux vers le géant ensanglanté et, sans un mot, lui tendit son compagnon de chiffon. Elle lui offrait son seul trésor en échange de sa vie. Alessandro s'inclina légèrement, effleurant du bout des doigts la peluche usée, avant de la repousser doucement vers l'enfant. « Garde-le, Sofia, murmura-t-il. Un éclair de tendresse inhabituelle traversant son regard d'acier. Il a été plus courageux que bien des hommes aujourd'hui. Il remonta dans son véhicule, laissant derrière lui une mère et une fille unies dans la lumière déclinante de la Sicile, sachant que les investisseurs de Lombardie l'attendaient. Dans ce monde d'ombre et de violence, la véritable force résidait dans la capacité de voir l'homme derrière le monstre. Le convoi s'éloigna lentement sous les regards d'une foule qui ne savait plus s'il fallait craindre ou adorer cet homme. Pour Maria Rosaria, Alessandro Moretti ne serait jamais plus le parrain lointain et terrifiant. Il resterait l'homme qui avait donné son propre bouclier pour protéger une étrangère et qui était revenu de l'enfer avec son bien le plus précieux. En regardant les SUV disparaître à l'angle de la rue, elle serra Sofia plus fort contre elle. Elle sentait encore le froid du Kevlar qu'elle tenait contre elle, symbole d'un jour où le destin avait choisi de sourire aux humbles sous la garde d'un monstre devenu saint. Alessandro Moretti rentrait dans l'ombre de ses palais. Pourtant, son empire possédait désormais un cœur que
personne ne pourrait plus ignorer. Il savait que ses partenaires exigeants l'attendaient pour des contrats de millions d'euros, mais l'odeur de la peluche de Sofia sur ses doigts valait plus que tout l'or du monde. La justice avait été rendue, non par les tribunaux, mais par la volonté d'un homme qui avait enfin trouvé une raison de ne pas être seul. Dans le monde de Moretti, le hasard n'existait pas, mais la rédemption, elle, venait de faire une entrée fracassante. Dans l'obscurité de sa voiture, Alessandro ferma les yeux, une silhouette de marbre enfin apaisée. Il avait sauvé une enfant, mais au fond de lui, il savait que c'était Sofia qui l'avait sauvé d'un naufrage intérieur bien plus profond. Le silence, ce qui suit les tirs, n'était plus un gouffre, mais une promesse de nouveau départ. Il fallait un courage rare pour rejeter une couronne afin de sauver une âme. Ce carrefour, névralgique, d'ordinaire si bruyant et saturé par les cris des vendeurs de poissons, s'était tu. Les disputes pour quelques centimes avaient laissé place à un silence de nef de cathédrale à ciel ouvert. C'était devenu un sanctuaire de poussière et de lumière dorée. En cet instant, le temps lui-même semblait avoir suspendu son vol. Alessandro Moretti restait debout devant Maria Rosaria, une silhouette dévastée mais souveraine dans son costume Brioni en lambeaux. Sa manche gauche était désormais saturée d'un sang si sombre qu'il paraissait noir sous les rayons déclinants du soleil sicilien. L'odeur de la suie, du sel marin et de la poudre à canon qui émanait de lui se heurtait aux effluves plus doux de la place, le parfum de la sauge séchée, du bitume chauffé et de la mer toute proche. Autour d'eux, la foule formait une muraille humaine. C'était un cercle de témoins silencieux dont les regards oscillaient entre la terreur sacrée et une admiration qui n'osait pas encore dire son nom. Pour ces gens de peu, habitués à l'invisibilité, voir le parrain de la Sicile revenir de l'enfer avec une enfant dans les bras était une vision qui brisait les fondements mêmes de leur réalité. Maria Rosaria, encore sous le choc de la réunion avec Sofia, releva les yeux vers l'homme qui se tenait devant elle. Pour elle, Alessandro n'était plus le monstre redouté dont on murmurait le nom avec crainte. Il était devenu l'instrument d'une justice divine qu'elle n'avait même plus osé espérer. Dans un élan de gratitude désespérée, elle s'effondra à nouveau sur les pavés disjoints. Séances cailleuses, marquées par des années de travail acharné, cherchèrent la main droite du parrain. Elle avait l'intention de la porter à ses lèvres. C'était le geste de la dévotion absolue, le baiser de vassal à son seigneur, la reconnaissance d'une dette de vie qu'aucune richesse ne pourrait jamais rembourser. La foule retint son souffle, attendant que Alessandro Moretti accepte cette déification publique qui aurait scellé sa domination absolue sur l'âme de ce quartier. Mais au moment où les doigts de Maria effleurèrent la bague à sceaux en or, Alessandro Moretti eut un mouvement de recul brusque, presque violence. Il retira sa main comme s'il craignait que ce contact ne vienne souiller la pureté de l'acte qu'il venait d'accomplir. Son visage, un masque de marbre strié de cendres et de sueur, se contracta dans une grimace de refus viscéral. Il ne voulait pas de ce baiser. Il ne voulait pas être le dieu de cette femme, ni son maître. En refusant ce geste, il brisait le protocole de la mafia, ce code qui exigeait que chaque faveur soit payée par une allégeance éternelle. Il ne voyait pas en Maria une obligée, mais le témoin de sa propre humanité retrouvée. Le silence qui suivit fut plus pesant encore que les cris du matin. Un vide chargé de l'incompréhension de la foule et de la solitude immense de Alessandro. « Relevez-vous, Maria » ordonna-t-il. Sa voix de baryton vibrait d'une fatigue sourde, mais d'une autorité qui ne souffrait aucune réplique. « Ne vous inclinez pas devant moi. Mon intervention ne visait nullement à ce que vous me baisiez la main comme à un évêque ou à un tyran. Le sang que j'ai versé aujourd'hui est le mien et il n'appartient à personne d'autre. » Maria se redressa lentement, tendant le lourd gilet pare-balles qu'il lui avait confié au matin, comme une promesse de retour. « Je vous rends votre vie, Excellence, » murmura-t-elle. Alessandro récupéra l'objet sans un mot. Sofia s'approcha alors, tendant un confident de tissu, son seul trésor. Le parrain fixa le jouet, puis les yeux de l'enfant. Il effleura la tête de Sofia avant de lui rendre la peluche avec un respect solennel. « Garde-le, petite. Il a été plus brave que nous tous. » Alessandro Moretti se détourna.
ignorant la douleur fulgurante qui irradiait de son épaule. Il marcha vers son SUV noir, ses chaussures en cuir, vernies maintenant ternies par la poussière. Il ne regarda pas en arrière, refusant de se repaître du spectacle de la joie de Maria et de Sofia. Il savait que le prix de cette journée allait être élevé. Un parrain qui agit par émotion est un parrain qui s'expose. Déjà, dans l'ombre des arcades, il sentait les regards calculateurs de ses propres soldats. Pourtant, en posant la main sur la poignée de la portière, il éprouva une sensation de légèreté inconnue depuis des décennies. Il avait agi en tant qu'homme, et ce simple fait valait bien plus que tous les territoires qu'il avait conquis par la terreur. L'habitacle du véhicule l'accueillit avec sa fraîcheur chirurgicale et son odeur de cuir, contrastant avec l'air rance de la place. Alessandro s'installa sur le siège arrière, s'enfonçant dans un confort qui lui parut soudainement indécent. À peine la portière fut-elle verrouillée, que Don Cavallo se précipita vers lui, un kit de premier secours à la main. Le lieutenant commença à ouvrir la chemise de son chef, révélant la plaie béante où le sang continuait de sourdre. Alessandro laissa faire, ses yeux fixés sur le reflet déformé de la place à travers la vitre blindée. Il observait Maria et Sofia s'éloigner vers leur modeste foyer sous la lumière mourante de Palerme. Dante, tout en nettoyant la blessure avec une précision experte, ne put s'empêcher de rompre le silence. « Alessandro, vous avez perdu la raison. Les émissaires septentrionaux sont furieux. Ils ont attendu 3 heures au port avant de repartir, estimant que ce retard était une insulte calculée. L'alliance est en péril. Toute la Sicile va savoir que vous avez risqué votre empire pour une enfant de rien. Comment allons-nous justifier cela devant le Conseil ?» Le lieutenant parlait avec la logique froide d'un comptable de l'ombre. Pour lui, l'honneur d'une mère n'avait aucune valeur marchande. Alessandro ne répondit pas immédiatement, supportant la morsure de l'antiseptique sans un tressaillement. Il regardait ses doigts, tachés de cendre, et son anneau de pouvoir qui lui paraissait soudainement étrangère. C'était le vestige d'une vie qu'il commençait à peine à reconnaître comme une prison de luxe. Il se remémora le poids de Sofia contre son torse et la douceur de la peluche contre sa paume. Il compara ces détails sensoriels aux millions d'euros mentionnés par Dante. L'argent et le pouvoir lui parurent d'un coup aussi vains que la fumée noire qui s'élevait encore au-dessus du port. Le parrain tourna lentement la tête vers son lieutenant. Son regard gris acier se fixa sur Dante avec une intensité qui fit taire instantanément les récriminations du second. « Dante, commença-t-il d'un murmure tranchant, tu parles de millions et de contrats. Tu crois que notre pouvoir repose sur la peur que nous inspirons ou sur les chiffres de nos dossiers. Mais tu te trompes de combat. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu un contrat, nous avons gagné quelque chose que Vincenzo Lucchese n'aurait jamais pu comprendre. » Il marqua une pause, laissant le silence absorber le bruit lointain de la foule qui se dispersait. « Tu me demandes comment justifier cela devant le Conseil, » reprit Alessandro, une lueur d'une clarté presque mystique brillant dans ses pupilles. « Je n'ai rien à leur justifier. Ils verront un homme qui est entré seul dans un brasier et qui en est ressorti avec ce qu'il était venu chercher. Ils verront un homme que le plomb ne peut pas abattre et que le feu ne peut pas consumer. Mais surtout, ils verront un homme qui a cessé de n'être qu'un monstre. » Il se redressa sur son siège, ignorant la douleur, et fixa le bitume qui défilait sous les roues du véhicule. « Je n'ai pas sauvé la fille de Maria Rosaria pour l'argent ou pour le prestige, Dante. Je ne l'ai pas sauvée pour le quartier, ni même pour mon empire. » Alessandro Moretti posa sa main valide sur le tableau de bord, sentant la vibration du moteur puissant qui les emportait loin de la misère vers l'opulence glacée de ses palais. Il regarda une dernière fois le ciel de Sicile qui se teintait d'un violet profond. « Je n'ai pas sauvé sa fille, j'ai sauvé mon âme », murmura-t-il avec une solennité chirurgicale. Dans le monde de Alessandro Moretti, le hasard n'existait pas, mais la rédemption venait de se payer au prix fort. Le convoi s'éloigna dans la nuit, laissant derrière lui une légende naissante. Le parrain ferma les yeux, silhouette de marbre enfin apaisée par la certitude d'avoir, pour une fois, agi en homme libre. Ce verdict silencieux, prononcé à la tombée de la nuit,
n'était pourtant que l'écho d'un séisme survenu sous le soleil implacable de l'après-midi. 3 heures plus tôt, la place du marché de Palerme était figée dans torpeur angoissée. Le chaos matinal, fait de cris marchands et de klaxons stridents, avait laissé place à un mutisme de plomb lorsque le convoi meurtri d'Alessandro Moretti figea l'asphalte. L'air vibrait de tension. Les badauds s'écartèrent avec une lenteur terrifiée, formant une haie d'honneur au regard baissé, redoutant le courroux d'un empereur blessé. La lourde portière arrière du SUV noir s'ouvrit dans un cliquetis métallique qui résonna comme un coup de fusil. Le parrain posa le pied sur les pavés inégaux. Sa silhouette, d'ordinaire sculptée dans une élégance immaculée et menaçante, portait les effroyables stigmates d'une guerre souterraine. Sa veste croisée en cachemire était déchirée au niveau de l'épaule gauche, et une tache sombre, visqueuse, proliférait sur la soie fine de sa chemise. Pourtant, il se tenait d'une droiture cadavérique, défiant l'agonie physique avec une froideur purement chirurgicale. À ses côtés, s'accrochant à sa main valide, la petite Sofia Rosaria émergea de l'habitacle blindé. L'enfant, le visage maculé de cendres, serrait contre sa poitrine son compagnon décapité. Ultime vestige de son innocence arrachée aux griffes mortelles de Vincenzo Lucchese. Le cri qui déchira soudain le silence n'avait rien d'humain. C'était le hurlement viscéral d'une âme arrachée au limbe. Maria Rosaria fendit la foule médusée, trébuchant sur l'ourlet de sa jupe usée, le visage ravagé par des heures d'une terreur indicible. Elle s'effondra violemment à genoux sur le sol crasseux, écrasant sa fille contre elle dans une étreinte désespérée. Alessandro observait la scène depuis sa tour d'ivoire intérieure, ses yeux gris acier reflétant une mélancolie indéchiffrable. Il venait d'un monde crépusculaire où l'amour maternel était perçu comme une vulnérabilité mortelle. Et pourtant, cette démonstration de ferveur pure lui infligeait une brûlure émotionnelle bien plus intense que le plomb de Lucchese logé dans sa chair. Tremblante, sanglotante, Maria se releva avec une lenteur respectueuse. De ses épaules frêles, elle retira sa protection balistique de haute technologie en Kevlar qu'Alessandro lui avait cédée ce matin-là, dans un geste de folie protectrice qui défiait toute logique mafieuse. Elle le tendit au géant de marbre noir avec une révérence craintive. Puis, obéissant aux lois séculaires d'un empire sicilien bâti sur l'intimidation et la dette, la mère brisée s'agenouilla de nouveau sur les pavés sales. Ses lèvres sèches s'approchèrent de la main droite du parrain, cherchant aveuglément à baiser la lourde bague à sceaux en or, symbole absolu de vassalité. Le geste qui suivit électrisa la foule entière. Avant que les lèvres de la déshéritée ne frôlent le métal froid, Alessandro retira vivement sa main. Il se pencha au mépris de la douleur fulgurante qui lui déchira la clavicule, saisit les coudes éthiques de la jeune femme et la força à se redresser de toute sa hauteur. Dans l'arène publique du marché, sous le regard médusé d'une centaine de témoins habitués à la tyrannie aveugle des puissants, le souverain incontesté de Palerme refusa publiquement la soumission de la misère. « Gardez la tête haute, Maria Rosaria », ordonna-t-il d'une voix de baryton qui ricocha sur les façades décrépites du quartier. « Vous ne me devez rien. Ce n'était pas une faveur, c'était une dette envers l'innocence de cet enfant. » Mon sang a lavé l'affront. Sofia, les yeux immenses et brillants d'une confiance nouvelle, s'avança alors vers le géant terrifiant. Avec une solennité enfantine qui arracha un frisson à la foule, elle tendit son jouet délabré vers lui. Une offrande dérisoire dans le monde matériel, mais inestimable dans celui des âmes. Alessandro inclina majestueusement la tête, toucha la tête pelée du jouet du bout de ses doigts, ensanglanté avec un respect solennel, et murmura « Garde-le, petite. Il aura besoin de toi pour repousser la nuit. » Sans un regard supplémentaire pour l'assistance pétrifiée, il pivota d'un bloc et s'engouffra dans la sécurité sombre de sa berline. Le vrombissement sourd des moteurs reprit, agissant comme une berceuse cruelle sur les nerfs à vif d'Alessandro Moretti. À l'intérieur de l'habitacle exigu, l'air était rapidement saturé par la climatisation glaciale, qui ne parvenait pourtant pas à dissiper l'odeur métallique du sang et le parfum âcre de la suie. Le parrain s'enfonça lourdement dans le cuir souple de la banquette, sa silhouette d'ordinaire impérieuse s'affaissant d'une fraction de millimètre.
L'absence de son équipement protecteur l'exposait à une vérité physiologique implacable. Ses paupières, lourdes comme des plaques de plomb, tentaient de dissimuler la pulsation abrasive de sa blessure, cette intrusion électrique qui s'efforçait de court-circuiter sa lucidité implacable. Don Cavallo, penché sur le torse de son souverain, travaillait avec une concentration maniaque. Le lieutenant avait achevé de déchirer la manche en soie, dévoilant le désastre charnel où la balle de Luchèse avait labouré les tissus. Le contraste visuel était saisissant. La blancheur immaculée du tissu égyptien, le rouge écarlate qui s'y étendait en galaxie macabre, et l'éclat clinique des pinces en acier inoxydable. Dante saisit une fiole d'alcool médical, imbiba une compresse et l'appliqua brutalement sur la plaie. L'odeur stérile envahit la voiture. Alessandro se contenta de serrer la mâchoire à l'extrême, la peau de son visage blanchissant jusqu'à prendre la texture du marbre funéraire, mais le silence qu'il maintint fut absolu. « Vous brûlez de fièvre, Alessandro », murmura Dante, sa voix rocailleuse trahissant une inquiétude noyée sous l'efficacité de ses gestes. Pendant que l'entrepôt s'effondrait, les émissaires continentaux ont rompu l'accord. Des millions se sont évaporés. La balle a évité l'os, mais votre pression artérielle chute. Je fais convoquer notre chirurgien par la porte de service du domaine. Le parrain tourna lentement un regard d'une lucidité terrifiante vers son bras droit. Non, trancha-t-il, ces mots tranchant l'air conditionné comme une guillotine. Ce praticien est volubile. Et chaque secret chuchoté est une munition pour nos ennemis. Ce qui a saigné aujourd'hui doit sécher dans l'ombre. Dans 2 heures, le Conseil des familles se réunit. Si ces prédateurs devinent que le lion titube, ils n'attendront pas l'aube pour attaquer mon empire. Quant aux capitaux du Nord, qu'ils aillent s'ensevelir avec les restes de Vincenzo. Je n'ai pas sauvé les dividendes d'un cartel, j'ai sauvé mon âme. 2 heures plus tard, la vaste salle des ombres était engloutie dans une pénombre calculée. L'air y était étouffant, saturé par les effluves entêtants de cire d'abeilles et de cigares froids. Autour d'une table monumentale taillée dans un bloc d'acajou noir, les chefs des 5 familles majeures de la Cosa Nostra attendaient dans un mutisme lourd. En bout de table, Alessandro Moretti trônait. Sa posture était d'une raideur martiale, son visage verrouillé dans un masque de glace que rien ne semblait pouvoir fissurer. Sous l'épaisseur majestueuse de son nouveau costume croisé, un bandage compressif entravait sa respiration, diffusant dans ses veines un flot de douleur que seule une volonté inhumaine empêchait d'apparaître au grand jour. Les autres patriarches scrutaient l'immobilité de leur doyen de facto avec une méfiance carnassière. Le doyen du conseil, un vieil homme aux paupières tombantes sur des yeux d'obsidienne, brisa enfin le silence, sa voix craquant comme du bois mort. Les rumeurs inondent les rues, Alessandro. On raconte que le souverain de cette île a sacrifié une alliance d'1 demi-milliard pour extraire une gamine des bas-fonds. L'affront des délégués du Nord est un précédent dangereux. Tu nous dois plus qu'un long silence. Alessandro crasse son regard gris dans celui du patriarche avec une intensité si féroce que le vieil homme cessa instantanément de pianoter sur la table. Vincenzo Luchèse a cru pouvoir enlever une enfant sous ma propre juridiction, répondit-il, le timbre vibrant d'une colère volcanique maintenue sous une couche de permafrost. Il a cru que l'indifférence de ce monde lui offrait l'impunité dans mes rues. Il se pencha d'1 millimètre vers l'avant. La déchirure dans sa chair lui arracha un éclair invisible de pure agonie. Si je tolère qu'un misérable opportuniste piétine l'innocence dans l'enceinte de mes murs sans déclencher l'apocalypse, je ne suis plus digne de ce siège. Vous tremblez pour des millions. Je vous enseigne le respect fondamental. L'or perdu aujourd'hui coulera de nouveau demain. Mais si la terreur absolue que nous inspirons s'effrite parce que nous abandonnons nos propres sujets à la barbarie, aucune montagne de billets ne nous sauvera de la meute. Un chef plus jeune, rongé par une arrogance suicidaire, osa s'insinuer dans le dialogue. Et pour Luchèse, laisser le brasier faire le travail de la lame est une faute tactique. Moretti, on achève toujours la bête. Alessandro étira ses lèvres en un sourire exsangue, dépourvu de la moindre chaleur. L'acier venait de s'abattre.
Vincenzo Lucchese a été englouti par les cendres incandescentes de sa propre vanité. J'ai tenu son souffle au bout de mon arme, et je lui ai refusé la dignité d'une fin honorable. Il a été asphyxié dans les ruines de son sanctuaire effondré. Sa réputation calcinée servira de linceul éternel à quiconque brise le code. Il n'est plus un homme, il est une jurisprudence. S'appuyant de sa main valide sur le marbre froid de la coudoir, il se redressa avec une majesté écrasante. Le quartier de Maria Rosaria est sous ma protection exclusive. Le premier homme qui y posera un regard prédateur sans mon aval trouvera ma propre lame dans sa gorge. L'ordre est scellé. Quant aux patriciens du Nord, laissez-les frissonner. Ils reviendront ramper lorsqu'ils réaliseront que je suis l'unique rempart entre leur fragilité et la sauvagerie du monde réel. Le silence qui absorba ces derniers mots était absolu, religieux. Les chefs mafieux ne virent qu'un empereur indestructible, un monolithe d'autorité. Ils ignoraient totalement la flaque tiède qui imbibait lentement ses pansements sous la laine froide de son costume. La puissance véritable d'Alessandro résidait dans cet abîme psychologique, sa capacité à incarner la domination absolue à l'instant même où son organisme vacillait au bord du gouffre. Lorsque la lourde porte en chêne se referma sur le dernier des fuyards, Dante Cavallo émergea des ombres de la pièce pour se poster derrière la chaise de son maître. « Ils ont tremblé ?» murmura le lieutenant dans le silence retrouvé. « La légende de l'homme de fer reste intacte. La légende est une malédiction, Dante, » souffla lentement Alessandro. La voix se fêlant enfin sous le poids écrasant de la journée. Elle exige du monstre qu'il ne montre jamais ses crosses émoussées, même lorsqu'il vient tout juste de retrouver son âme. Il ferma les yeux, la glace de son empire s'effaçant un instant devant le lointain souvenir d'un vieil ours en peluche. La rédemption s'était payée au prix du sang, et la peur s'effaçait enfin devant le respect. L'aube n'avait pas encore osé poindre sur les collines de Palerme, mais dans le bureau privé d'Alessandro Moretti, la lumière était déjà crue, presque clinique. L'odeur de l'antiseptique et du sang frais luttait contre les effluves plus nobles de cuir ancien et de tabac de contrebande. Le parrain était assis dans son fauteuil en velours sombre, le torse nu, tandis qu'un médecin de confiance s'affairait sur son épaule gauche avec une précision de joaillier. Chaque mouvement des pinces métalliques dans la chair meurtrie arrachait une pulsation de douleur que Alessandro accueillait avec une indifférence de pierre. Sous la peau pâle, ses muscles étaient contractés, non pas par la souffrance, mais par la tension de ses pensées qui battaient déjà la mesure d'un nouvel ordre. À ses côtés, posée sur un guéridon en marbre noir, la bague à sceau en or brillait, baignée par le reflet des lampes chirurgicales improvisées. C'était l'insigne d'un pouvoir qui, en 24 heures, avait muté, passant de la tyrannie du profit à la souveraineté du sang et du sacrifice. Alessandro ne regardait pas la plaie que le plomb de Vincenzo Lucchese avait labourée. Ses yeux gris acier étaient fixés sur une carte de Palerme déployée sur son bureau, là où un petit secteur, celui du vieux marché et des ruelles adjacentes, avait été marqué d'un cercle rouge indélébile. L'endroit écartait toute vocation de transaction. Il fuyait le statut de territoire de collecte. C'était devenu un sanctuaire. Le silence de la pièce était à peine troublé par le cliquetis des instruments et le souffle court de Dante Cavallo, qui se tenait en retrait, observant son maître avec une fascination teintée d'une inquiétude métaphysique. Le lieutenant savait que ce qui se jouait ici, entre ces 4 murs tapissés de boiseries sombres, allait redéfinir les règles du crime sicilien pour la génération à venir. On ne protégeait pas un quartier entier sans que cela ne coûte une fortune en opportunités manquées. Et pourtant, Alessandro semblait prêt à brûler tout son empire pour garantir le sommeil d'une enfant de 6 ans. Dante, prononça enfin Alessandro d'une voix que la fatigue rendait plus caverneuse, mais dont l'autorité restait aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Faites passer le mot au capitaine de toutes les familles. Ce quartier, celui de Maria Rosaria et de sa fille, est désormais une zone d'ombre. Personne n'y entre avec une arme. Personne n'y réclame de Piso. Personne n'y touche un cheveu d'un civil. Quiconque brise cette règle ne répondra pas à la loi des hommes, il répondra à la mienne. Et ma justice ne connaît pas de tribunal. Le lieutenant marqua une pause.
ses doigts serrant nerveusement le dossier de cuir qu'il tenait. Il voyait la sueur ronron de Moretti, signe que la fièvre commençait à s'installer, mais il savait qu'aucune faiblesse physique ne ferait dévier la trajectoire de cette décision souveraine. Le parrain venait d'instaurer le sanctuaire Moretti, une enclave d'ordre au milieu du chaos sicilien. La démarche réfutait l'élan de bonté chrétienne, mais s'imposait comme un acte de puissance alpha. En interdisant l'accès à ce quartier aux prédateurs, Alessandro affirmait que sa protection était plus efficace que celle de l'État et plus sacrée que celle de l'Église. Il transformait une blessure par balle en un droit divin de régner sur l'âme des humbles. Les familles vont murmurer que vous devenez faible, Alessandro, finit par souffler Dante, la voix basse pour ne pas alerter les gardes derrière la porte. Ils vont voir ce sanctuaire comme un aveu de sentimentalisme. Ils vont dire que le lion de Palerme se laisse attendrir par une peluche décousue. Le Nord nous a déjà tourné le dos, et si le Sud sent une faille dans votre armure de glace, les loups vont sortir du bois avant que votre cicatrice ne soit refermée. Alessandro esquissa un sourire, un mouvement de lèvres qui ressemblait davantage à un durcissement de l'acier qu'à une marque de joie. Il fit signe au médecin de terminer son bandage, ignorant la douleur fulgurante de la compression. Qu'il vienne, Dante, qu'il vienne voir si ma main tremble lorsqu'il s'agit de protéger ce qui m'appartient. J'ai agi en homme quand ils n'agissent qu'en boutiquier. Vincenzo Lucchese a cru que l'invisibilité de Sofia la rendait vulnérable. Il a oublié que l'ombre est mon domaine. Aujourd'hui, Maria Rosaria sait qu'elle peut dormir la porte ouverte. Et cette certitude est une arme plus redoutable que 1000 pistolets. La loyauté de ceux qui n'ont rien est le seul empire qui ne s'effondre jamais. Il se redressa, enveloppant son torse bandé dans une robe de chambre, en soie bleu nuit. Une étoffe d'une douceur indécente contre la rudesse de son état. Il s'approcha de la fenêtre qui surplombait la ville encore endormie. Palerme ressemblait à un tapis de lumière mourante, un labyrinthe de secrets où il était le seul maître du fil d'Ariane. Le silence qui suivait son décret était le signe de sa victoire. En imposant sa protection personnelle à ce quartier, il avait accompli une œuvre infiniment supérieure au sauvetage d'une enfant. Il avait redonné un sens à sa propre puissance. Il ne régnait plus sur la peur, mais sur une forme de respect que le sang ne pouvait pas acheter, mais que le sacrifice avait enfin gagné. La rédemption n'était pas une fin, c'était un nouveau point de départ, une fondation de marbre pour un royaume où les monstres pouvaient enfin, l'espace d'un instant, redevenir des pères. Le jour se levait enfin, teignant le ciel d'un rose blessé qui rappelait la couleur de sa chemise sur la place. Alessandro Moretti ferma les yeux, sentant la fatigue et la douleur se fondre dans une paix souveraine. Le hasard n'existait pas dans son monde, mais la justice, elle, venait de se trouver un nouveau foyer. Le parrain de Palerme ne tirait pas, il ne criait pas, mais dans le sens de l'aube, sa volonté venait de verrouiller la porte de l'enfer pour toute une population d'invisibles. La glace n'avait pas simplement fondu, elle s'était transformée en un rempart de cristal, pur et infranchissable. Plus loin, dans une aile plus austère de la résidence Moretti, là où l'odeur du désinfectant était encore plus tenace, Bruno Greco était allongé sur un lit médicalisé. Son corps, autrefois une machine de guerre au service de Vincenzo Lucchese, n'était plus qu'une architecture de bandages et de regrets. Ses yeux, fixés sur le plafond de stuc, semblaient revoir en boucle l'effondrement de l'entrepôt et la silhouette d'Alessandro Moretti émergeant des flammes. Le silence de la chambre n'était rompu que par le murmure de la climatisation et le froissement discret des vêtements de Dante Cavallo, qui venait de s'asseoir au pied du lit. Le lieutenant observait l'exécuteur déchu avec une curiosité clinique. Bruno n'était pas seulement un prisonnier de guerre, il était le témoin oculaire de la transformation d'Alessandro. Il avait vu le parrain sans protection, vulnérable au plomb, et pourtant plus puissant que jamais. Dante cherchait dans le regard de Greco les traces de cette crainte nouvelle, ce respect que seule la confrontation avec un idéal peut engendrer chez un criminel. Entre les deux hommes, le silence pesait de tous les non-dits d'une vie passée dans l'ombre du crime. On ne parlait pas de morale ici,
mais d'une métaphysique de la force qui venait de basculer de manière irréversible. Il t'a laissé la vie, Bruno, commença Dante, sa voix étant un murmure rocailleux qui semblait gratter le silence de la pièce. Lucchese t'a abandonné sous les décombres comme on laisse un outil cassé. Mais Alessandro Moretti t'a fait sortir de là. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu dans ses yeux quand il a pris la balle pour la gamine? Est-ce que tu as vu la faiblesse que ton maître cherchait? Ou est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a fait comprendre que nous avons tous perdu depuis le début? Bruno Greco tourna lentement la tête vers Dante, un effort qui lui arracha un gémissement étouffé. Son visage, à moitié masqué par des pansements, ne laissait paraître qu'un seul œil, mais celui-ci brillait d'une lueur d'une clarté effrayante. C'était l'œil d'un homme qui avait contemplé l'abîme et qui en était revenu avec une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'exécuteur inspira profondément, sentant la douleur irradier de son épaule fracassée, celle-là même que la balle de Alessandro avait marquée comme un sceau de propriété. « J'ai vu un homme qui n'avait plus besoin de nous, Dante, » répondit Bruno, sa voix n'étant plus qu'un sifflement rauque. Lucchese nous achetait avec la peur et les millions. Il nous possédait par nos bas instincts, mais Moretti était nu, pas de gilet, pas d'armée, pas de mensonge. Quand il s'est interposé entre mon pistolet et la chaise de Sofia, il ne se comportait plus comme un parrain. Il était une montagne. On ne tire pas sur une montagne, on attend qu'elle nous écrase. J'ai eu le doigt sur la détente et j'ai senti, pour la première fois de ma vie, que, si je tirais encore, je ne tuerais pas un homme, mais la seule chose qui restait de décent dans cette ville maudite. Il s'interrompit, une quinte de tout secouant son torse meurtri. Dante ne bougea pas, laissant l'exécuteur reprendre son souffle. Le lieutenant percevait dans les paroles de Bruno le changement tectonique qui s'opérait au sein de l'organisation. Si un homme comme Greco, habitué à la brutalité la plus froide, reconnaissait la souveraineté de l'acte de Moretti, alors le pouvoir de Alessandro était désormais d'une nature différente. Il ne s'agissait plus de dominer les corps par la terreur, mais de conquérir les esprits par la démonstration d'une force morale absolue. « Les autres familles ne comprendront pas, » reprit Bruno, ses yeux se fermant sous le poids de la fatigue. « Ils vont croire qu'il a agi par pitié. Ils ne voient pas que c'est une stratégie de domination bien plus profonde. En sauvant cette gamine, il a prouvé qu'il est le seul ici à avoir une âme assez lourde pour peser contre le chaos. Le quartier de Maria Rosaria ne lui appartient plus par la loi du pizzo. Il lui appartient par le sang de son épaule. Tu peux dire à Alessandro que je ne dois plus rien au Lucchese. Ma dette est envers celui qui m'a montré qu'un monstre peut aussi être un bouclier. » Dante se leva, lissant machinalement son costume, le visage impassible. Mais à l'intérieur, il ressentait un frisson de respect pour son maître. Il avait craint la ruine de l'Empire, mais il voyait maintenant naître une légende. Le parrain de Palerme n'avait pas seulement sauvé une enfant. Il avait instauré un nouveau code d'honneur, une religion de la protection qui allait transformer chaque habitant du quartier en un soldat invisible de son armée. En donnant son armure tactique, Alessandro Moretti n'avait pas seulement exposé sa chair au plomb. Il avait habillé sa puissance d'un manteau de justice que personne n'oserait plus déchirer. La glace avait définitivement cédé la place à une chaleur protectrice, organique, une force tranquille qui veillait désormais sur l'innocence retrouvée. Dans le couloir silencieux, Dante croisa le regard de l'un des gardes. On n'y lisait plus la simple obéissance servile, mais une forme de fierté sombre. La nouvelle du geste de Alessandro se propageait déjà, changeant la perception du danger et de la loyauté. La torpeur qui succédait à la fusillade était enfin rompue par le murmure d'un espoir nouveau. Au milieu des flammes de l'existence, devenir le rempart d'un autre restait le plus noble des accomplissements. Les années s'écoulèrent sur Palerme comme une pluie lente sur le marbre des sépultures, lavant les traces de sang, mais gravant plus profondément les légendes dans la mémoire collective de la Sicile. Le décret du sanctuaire Moretti, que beaucoup avaient initialement perçu comme le caprice d'un parrain blessé ou le signe d'une sénilité précoce, était devenu une loi immuable, un pilier invisible de la cartographie sociale de la ville.
Le quartier de la place du marché n'était plus ce dédale de misère où les enfants servaient de monnaie d'échange à des petits chefs cruels. Sous l'ombre protectrice d'Alessandro Moretti, les façades lépreuses avaient été ravalées, les commerces prospéraient sans la morsure du Piso, et le silence qui y régnait n'était plus celui de la terreur, mais celui d'une paix chèrement acquise. Les associés septentrionaux, après des mois de bouderie et de tentatives de déstabilisation, étaient finalement revenus ramper aux pieds de Moretti, comprenant que sa folie morale lui avait conféré une autorité que l'argent seul ne pouvait acheter. En sauvant un enfant de rien, Alessandro avait acquis le cœur d'un peuple, et une armée de civils invisibles veillait désormais sur ses intérêts avec une loyauté qu'aucun salaire n'aurait pu garantir. 2 décennies plus tard, une lumière automnale, douce et mélancolique, enveloppait les grilles monumentales de la résidence Moretti. Les ferronneries, d'un noir profond surmonté de pointes dorées, ne semblaient plus destinées à emprisonner un monstre, mais à protéger un secret sacré. À l'heure où les ombres des Pence parasols commençaient à s'allonger sur l'allée de gravier blanc, une silhouette élégante s'avança avec une assurance tranquille. Sofia Rosaria n'était plus la petite fille terrifiée, aux doigts tachés de poussière. Devenue une jeune femme d'une beauté grave, vêtue d'un tailleur de laine sombre, dont la coupe tressait une éducation soignée, elle marchait d'un pas qui portait en lui toute la résilience de sa lignée. Sous son bras, elle serrait un dossier de cuir. Symbole de sa réussite au concours de la magistrature, elle était devenue cette justice que le parrain avait autrefois rendue par les armes. Elle s'arrêta devant le portail massif. Les gardes en faction, des hommes jeunes dont les pères avaient sans doute assisté à la scène du marché, s'inclinèrent avec une déférence qui n'avait rien de protocolaire. Ils ne voyaient pas en elle une intruse, mais la fille du sanctuaire, la preuve vivante que le sang versé par leur chef n'avait pas été vain. Sofia s'approcha de la petite alcôve de pierre située à l'entrée de la propriété, là où une niche abritait une statue de la Madone. Avec un geste d'une lenteur rituelle, elle déposa un bouquet de lys blanc dont le parfum entêtant semblait vouloir purifier l'air chargé d'histoire. Elle ne chercha pas à entrer. Elle savait que la distance était la condition même de la protection qu'elle recevait depuis 20 ans. Elle posa une main gantée sur le fer froid de la grille, fermant les yeux un instant. Dans son esprit, les images se bousculaient. L'odeur de la fumée dans l'entrepôt, le craquement des flammes et surtout, cette chemise blanche saturée de rouge qui lui avait servi de rempart contre l'enfer. Elle se souvenait du poids de l'objet familier contre son cœur et du murmure de cet homme de fer qui lui avait promis qu'elle reverrait sa mère. En cet instant, Sofia ne voyait pas le chef de la mafia, mais le sauveur solitaire qui avait sacrifié sa sécurité pour lui offrir un avenir. Elle murmura quelques mots de gratitude. Un souffle que le vent de Sicile emporta vers les balcons de la demeure, avant de faire demi-tour, sa silhouette se fondant lentement dans la lumière dorée de l'après-midi. En haut, derrière les vitres blindées de son bureau privé, Alessandro Moretti observait la scène, dissimulée par l'ombre des lourdes tentures de velours. Le lion de Palerme avait vieilli. Ses cheveux étaient désormais d'un blanc de neige, et son visage, labouré par les tranchées du temps et des responsabilités, ressemblait à un paysage de granit après l'orage. Sa main gauche, celle qui portait encore les cicatrices invisibles de la brûlure de l'entrepôt, était posée sur une canne aux pommeaux d'argent. Son épaule, bien que soignée par les meilleurs chirurgiens, continuait de le lancer les jours de pluie, un rappel physique persistant de la balle de Vincenzo Lucchese. Mais, en voyant Sofia s'éloigner, Alessandro ne ressentait aucune amertume. Au contraire, un calme souverain, presque chirurgical, l'enveloppait. Il regarda les lys blancs qu'elle avait laissés, une tache de pureté sur le seuil de son empire d'ombre. Il se remémora le moment où, 20 ans plus tôt, il avait refusé le baiser de Maria Rosaria sur sa main. Il comprit aujourd'hui, avec la clarté du crépuscule, que ce refus avait été son acte de pouvoir le plus absolu. En refusant de devenir son maître, il était devenu son égal dans la dignité du sacrifice. L'empire qu'il avait bâti sur la peur avait muté pour devenir ce rempart dont il était l'architecte silencieux. Les contrats perdus au port, les millions évaporés,
Les alliances rompues, tout cela n'était que de la poussière face à la réussite de cette jeune femme qui marchait maintenant vers sa propre destinée. Le parrain se détourna de la fenêtre, regagnant son fauteuil de cuir. La bague à sceau en or, posée sur le bureau, brillait d'un éclat feutré. Elle ne représentait plus seulement la domination, mais la responsabilité. Désormais, il ne se trouvait plus seul. Il faisait partie de l'histoire de Sofia, un fil d'acier tissé dans la trame de sa vie. Alessandro ferma les yeux, laissant la mélancolie du soir l'envahir. Il savait que ses jours étaient comptés, que d'autres loups, plus jeunes et plus affamés, finiraient par contester son trône. Mais il savait aussi que son héritage était désormais intouchable. On pouvait détruire une organisation, on pouvait assassiner un homme, mais on ne pouvait pas effacer le souvenir d'un geste qui avait défié la noirceur du monde. En sauvant Sofia, Alessandro Moretti n'avait pas seulement sauvé une enfant, il s'est fait sauver l'idée même que l'humanité peut fleurir entre les dalles de béton de la violence. La glace avait définitivement cédé la place à une chaleur protectrice, une force organique qui veillait sur la cité. Le silence qui suivait son dernier soupir de la journée n'était pas un vide, mais une promesse de nouveau départ, une respiration retenue avant que la prochaine génération ne reprenne le flambeau de la justice. Le soir tomba sur la résidence Moretti, enveloppant le jardin dans un linceul de bleu profond. Les gardes changèrent de tour, leur pas régulier marquant le rythme d'un ordre qui semblait vouloir durer éternellement. Dans le bureau, le parrain restait immobile, silhouette de marbre dans l'obscurité, seul témoin d'une rédemption qui n'avait besoin d'aucune proclamation. Il se souvenait de chaque détail de cette journée mémorable sur les pavés, de la sueur sur le front de Maria et de l'éclat des balles. C'était sa vérité, son secret le plus précieux. Et alors que la lune commençait à peindre des motifs argentés sur le parquet de chêne, Alessandro Moretti comprit que sa mission était accomplie. Il avait été le monstre, il avait été le juge, et il avait enfin été l'homme. Et vous, dans le tumulte de vos propres batailles, auriez-vous la force de poser votre bouclier pour ramasser l'innocence brisée? Auriez-vous le courage de risquer votre empire pour le regard d'un enfant qui n'attend plus rien du monde? Dites-le nous en commentaire, car dans l'obscurité de Palerme comme dans celle de vos vies, le respect commence là où le silence s'arrête. Parfois, la plus grande des victoires n'est pas de conquérir de nouveaux territoires, mais de savoir protéger le petit lopin de terre où l'espoir a décidé de pousser. L'histoire de Moretti nous rappelle que chaque acte de bravoure, aussi insensé soit-il, laisse une cicatrice de lumière sur le visage du monde. Abonnez-vous pour d'autres récits de rédemption où le pouvoir se met au service de l'âme, car derrière chaque ombre, il y a un rempart qui attend son heure.